Bonjour à tous, et merci aux fidèles qui sont là depuis le début de la chaîne. Même si ça fait effectivement un peu plus d'un an que les scripts des prochains épisodes de MetaSelf sont toujours en cours d'écriture, en cours de finition. C'est généralement le genre de choses qui arrivent quand on choisit de créer la vie, au sens littéral du terme. La ressource la plus limitée après, c'est le temps. Malgré tout, j'ai quand même trouvé le temps de monter cet épisode, que j'avais vraiment hâte de partager parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. D'ailleurs, c'était à peu près aussi agréable de le réécouter pendant que je faisais le montage. Donc on va passer pas loin de 2 heures avec Florie, qui va prendre le temps de nous parler de plusieurs de ses casquettes, mais qui va avant tout nous parler de ce que ça fait au quotidien de vivre quand on est non-voyante. En général, quand je fais une interview comme ça, je découpe les enregistrements en plusieurs parties pour que les vidéos fassent pas plus d'1 heure. Mais cette fois, j'ai envie de tenter de tout laisser ensemble, en une seule vidéo. Après, si la durée de la vidéo vous fait peur, sachez que dans la description de la vidéo, il y a un sommaire qui est assez précis, avec les différentes parties, où vous pouvez cliquer dessus directement pour aller au timecode correspondant, ce qui vous permettra de l'écouter en plusieurs fois sans problème. J'ai aussi mis comme d'hab une petite musique de transition à chaque fois qu'on change de sujet, pour que ce soit plus simple pour vous de repérer quand est-ce qu'on arrive à la fin d'une partie et qu'on commence la partie d'après. Je vous invite à vraiment prendre le temps d'écouter toute la vidéo, parce que je vous assure que vous allez sûrement apprendre plein de choses, et au passage, vous allez sûrement bien vous amuser. Parce que avant d'être aveugle, Florie, elle aime beaucoup rire et faire rire. Et je vous assure que son enthousiasme, il est très contagieux. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Florie. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi et de me permettre de pouvoir partager avec toi ton expérience, etc. Parce que c'est vraiment hyper intéressant. Je t'ai connu sur Twitter et à chaque fois que je t'ai vu écrire, j'étais hyper intéressé parce que non seulement ce que tu dis est intéressant sur le fond, mais en plus, le fait que tu puisses le dire, pour moi, est vraiment énorme. Parce que il se trouve que tu es non-voyante, du coup. Oui. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment génial de voir la manière dont tu communiques et dont tu contribues, en fait, sur Twitter, etc. C'est là que je t'ai connu, et que ce soit possible. Donc, on va parler un peu de tout ça. D'accord. Bah, écoute, ça avec grand plaisir. Alors, du coup, est-ce que tu peux me dire comment tu veux te présenter aujourd'hui, du coup? Ça commence bien. Bah, à la limite, tu commences à me présenter, puis je complète. Ça peut être marrant, ça. Donc là, je t'ai connu sur Twitter, et ce qui m'a, outre ce que tu disais qui était intéressant dans tes contributions sur le féminisme, sur la politique, etc., ce qui m'a intéressé aussi dans tes contributions, c'est le fait que tu sois non-voyante, et que je me suis dit, mais en fait, il y a des personnes qui arrivent à utiliser Twitter alors ils sont non-voyants, alors que moi, avec ma vue, j'ai galéré pendant des années avant de comprendre comment ça marchait pour utiliser les différents threads, pour lire les conversations dans tout ce bordel. Twitter, c'est vraiment pas simple, je trouve, au départ. Et je me dis, mais comment on peut utiliser ça sans la vue? Ça me dépassait. Et du coup, je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, faudrait que je te pose la question directement et que tu m'en parles, quoi. Bah, complètement, c'est plus simple. Donc voilà, moi, c'est que je connais pas, à la base, beaucoup ta vie en dehors de ça, je connais juste ton activité sur Twitter et le fait que tu es non-voyante. Et en plus, ce matin, j'ai appris que t'as plein d'autres casquettes et que c'est super, et que t'as plein de trucs intéressants à dire, autour de la musique, autour de... Bon, ça va sûrement venir au fil de la conversation. D'accord. Mais voilà. Peut-être, du coup, je peux commencer par te poser une question. Donc, oui. Est-ce que tu préfères que je dise non-voyante, aveugle, ou tu t'en fous? Ah, c'est une très bonne question parce que les gens me la posent pas et après ils sont très gênés. C'est un peu bête. Alors moi, je suis bigleuse, je suis miro, je suis aveugle, je suis non-voyante, je suis DV. Ah, DV, c'est sympa, c'est déficient visuel. Alors ça englobe tout, ceux qui voient mal, ceux qui voient pas. Et je m'en fiche complètement. Ce sont que des mots. Alors qu'est-ce qui fait que je préfère parfois dire aveugle? C'est que souvent, les gens sont bizarres quand ils entendent non-voyant. Ils entendent voyant. Alors qu'il y a non dedans, hein, attends. Et donc ils croient que j'y vois. Alors qu'on a malvoyant, non-voyant, ça me paraît assez clair. Mais donc du coup, moi, aveugle me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le mot parce qu'ils le trouvent moche. Je trouve c'est pas très beau, aveugle. Mais c'est pas super. Mais enfin, je veux dire, il y a plein d'autres mots qui sont super moches et pourtant on les utilise. Hein. Regardez le mot concupiscent, il est très laid. et franchement, pourtant, ce qu'il veut dire est très intéressant. Donc tout ça pour dire que moi je m'en fiche complètement à partir du moment où on sait
sait de quoi on parle. Voilà. Ok, C'est on ça appelle un chat un chat. Exactement. Bon, bah ça me va. Je trouve ça très confortable même. Ah bah parfait. Alors du coup, est-ce que tu es aveugle de naissance ou est-ce que c'est un truc qui a été acquis au cours de ta vie? Alors, globalement, je suis aveugle de naissance. Je dis globalement parce que donc c'est une maladie génétique qui s'appelle une rétinite pigmentaire ou rétinopathie pigmentaire, c'est à peu près la même chose. Il y en a plein des différentes. Par exemple, mon mari, que tu as rencontré brièvement tout à l'heure, il a la même maladie que moi, et pourtant c'est pas exactement la même. C'est-à-dire que l'évolution est un peu différente, et c'est certainement pas les mêmes gènes impliqués. Au point, alors ils sont pas très sûrs, mais au point qu'il serait assez vraisemblable que si on avait pu avoir des enfants ensemble, ils aient été porteurs, mais ils aient pas eu de la même maladie. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que c'est une maladie souvent évolutive. En l'occurrence, pour moi, elle l'a été très peu, c'est-à-dire que je suis née, j'ai grandi en y voyant très peu les couleurs très contrastées, on va dire par exemple les traits très épais, les contrastes, les choses comme ça, mais en y voyant très peu. Et là, j'ai encore perdu après mes 20 ans pour aujourd'hui avoir la lumière et basta, quoi. D'accord, donc là tu sais s'il y a la lumière ou pas dans le... Ouais, c'est le seul truc dont je peux encore être à peu près sûre. Par exemple, ce qui n'est plus le cas de mon mari. Lui, il a perdu la vue plus tard. Il a eu une première perte autour des 10 ans et une deuxième importante autour des 20 ans. Mais lui, au début, il a vu beaucoup plus que moi. Il a vu presque bien, on va dire. Et aujourd'hui, il voit même plus la différence avec la lumière, quoi. D'accord, donc quelque part, ton mari, il a une mémoire de ce qu'il a pu percevoir visuellement à une époque, qui sûrement impacte son imaginaire aujourd'hui, etc. Complètement. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je le vois dans certains gestes. Mon mari, facilement, il hoche la tête pour dire oui. C'est un truc que je fais pas du tout. Et pourquoi ? Parce que j'ai jamais vu personne le faire. Oui. Alors que c'est un truc qu'on acquiert par imitation. Les enfants savent le faire à 2 ans, ça. Oh. Et quand on voit pas, on l'acquiert pas. Comme la plupart des gestes, en fait. Saluer quelqu'un en levant la main, déjà faut voir la personne. Bon, voilà. Alors après, il y en a qu'on acquiert parce qu'on les apprend, mais on les apprend comme vous apprenez à compter, quoi. Donc ça c'est rigolo, c'est une différence que j'ai notée entre lui et moi. Lui, c'est vrai que facilement il fait ça, alors que moi pas du tout. Et du coup, il te le dit en fait. Vous en avez parlé, je suppose. C'est ça, parce que du coup, ça fait pas de bruit. Je me dis. Non, mais alors en l'occurrence, il le fait pas avec moi. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais je l'ai remarqué faire avec des voyants. Parce que je me suis aperçu qu'il avait pas répondu et que les voyants enchaînaient, donc j'ai compris qu'il avait répondu. En fait, c'est ça qui me fascine, c'est hyper confortable pour moi de voir à quel point t'es intelligente, parce que tu analyses les choses, et du coup, tu expliques ton cheminement et ton raisonnement, et c'est hyper intéressant, tu vois. Là, tu viens de dire, c'est parce qu'il ne me répondait pas que j'ai compris qu'il hochait la tête, et c'est effectivement, c'est une déduction rationnelle, et c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que moi je trouve important aussi de décomposer et de comprendre les mécanismes de plein de choses. Oui. Il y a plein de choses que je perçois quand tout à l'heure je te disais que par exemple je sais si tu me regardes pas quand tu me parles. Tu peux pas complètement te dire j'en ai rien à faire, je peux ne pas la regarder parce qu'en fait moi je m'en rends compte. Oui. Pourquoi je m'en rends compte ? Parce que j'entends que le son de ta voix il répercute différemment. Et donc ça veut dire que tu n'es pas tourné vers moi. Voilà, et là c'est exactement pareil typiquement. Et encore, il aurait juste pas répondu. Et il y aurait pas eu de suite, j'aurais pu me dire, il veut pas répondre. Mais j'entends que il ne répond pas et que derrière l'autre personne dit ah d'accord, donc je comprends qu'il a dit oui avec la tête. Ouais, voilà. Tu fais des inférences. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que cette non-voyance, qu'est-ce que ça a impliqué dans ta scolarité, dans les relations avec les autres Alors, c'est une très vaste question. Donc je vais essayer de faire des segmentations dans ma réponse. Écoute, je peux déjà te dire que dans ma scolarité, ça a tout impacté, forcément. On reparlera peut-être plus tard de l'inclusion. C'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je pense que les réflexions sont très simplistes. Et le problème, c'est que quand un voyant parle de ça sans aller dans le sens politiquement correct, il se fait traiter de validiste. J'espère qu'on me fera la fleur de ne pas me traiter de validiste si je tiens un discours un tout petit peu controversable ou controversé. Bref, tout ça pour dire que moi, à mon époque,
comment ça s'est passé globalement? Bon, en maternelle, j'étais à l'école normalement. L'institutrice s'adaptait comme elle pouvait. Quand c'était des choses que je pouvais pas faire, elle essayait de me remplacer par quelque chose que je pouvais faire. Voilà, ça a été simple. Il faut savoir que pendant ce temps, mon père m'a appris le braille à la maison. Quand j'avais 4 ans et demi, moi j'ai su lire tôt en fait, parce qu'il s'est dit, elle va rentrer au CP en école ordinaire, il faut pas qu'elle ait un double apprentissage, parce que l'idée c'était quand même que j'apprenne à lire et à écrire comme tout le monde. Ce qui est extrêmement utile, hein. Il y a des non-voyants à qui on n'enseigne pas l'écriture, ce qu'on appelle nous le noir, le noir et le braille on dit comme ça. Bon, c'est une convention un peu. Le noir c'est l'écriture normale. Le noir c'est l'écriture normale. Okay. Je pense que souvent on écrit en noir. Après, on va pas chipoter. Hein. Mais et comme l'idée, et moi je trouve que c'est important en fait, justement en termes d'inclusion, que quand on voit pas, on sache pouvoir, même si c'est de travers, tu sais, écrire un petit mot à quelqu'un, voilà. Mais bon, après ça c'est une autre discussion. Mais bref, en tout cas nous ça a été comme ça. Et donc j'ai appris le braille avant l'heure. Et comme ça, quand je suis rentrée en CP, j'ai pu apprendre à écrire, à former mes lettres comme tout le monde. Pendant ce temps, donc j'étais en primaire dans une école ordinaire, j'avais 2 demi-journées par semaine où j'allais dans une école spécialisée pour apprendre, continuer l'apprentissage du braille, les mathématiques en braille, alors à l'époque c'était la dernière année, ça devait être en 95, donc c'est vieux, mais j'ai appris le début de la dactylo aussi, donc apprendre à écrire sur un clavier, c'était le tout début, on commençait à s'y mettre, et j'avais un instinct assez intelligent pour se dire, pour eux c'est l'avenir. Voilà, bon, toutes les choses, la locomotion aussi, c'est-à-dire apprendre à se déplacer avec une canne blanche. Ça c'est ma maman qui a fait des pieds et des mains pour que dans cette école spécialisée elle puisse faire venir des intervenants en locomotion et j'ai pu apprendre comme ça à 8 ans, 9 ans à me balader avec ma petite canne blanche toute fière, toute joyeuse, et ce qui fait que petite parenthèse que j'ouvre, mais ça permet aussi quand on nous met une canne blanche dans les mains à cet âge-là, pour nous c'est un jeu, on s'éclate, en plus c'est une fierté, c'est une autonomie de fou que même des fois des enfants voyants n'ont pas. Moi la prof de loco m'apprenait à aller à l'épicerie acheter des trucs, moi je trouve ça génial, et ce qui fait qu'après quand on rentre à l'adolescence, on n'a pas ce complexe de tout d'un coup devoir se mettre à la canne elle est déjà inclus, pour nous c'est normal quoi, hein. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, ça a été ça, avec bon, il se trouve que j'ai eu des parents quand même très présents, hein. Ma mère, mes 2 parents connaissaient le braille, ma mère faisait beaucoup de transcriptions pour nous. Est-ce que je peux te couper la parole? Oui, bien sûr. Parce que je sais pas trop, mais en fait tu dis tellement de trucs intéressants à la minute que c'est pas des fois j'ai envie de détailler un peu. C'est mon problème, mais n'hésite pas. Tout à l'heure tu disais donc c'est important, ma question c'est est-ce que on peut écrire en braille sur du papier ou pas? Tu peux écrire en braille sur ce que tu veux. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais des trous dans le papier? Je comprends pas comment on fait. Oui, il faudrait que je te montre. Alors ça va pas être très phonocénique ou je ne sais comment on dit, mais l'écriture en braille, toi tu vas pouvoir faire de la description. Parce qu'en fait, tu disais pour pouvoir écrire un mot à quelqu'un et tout, mais du coup je me dis Ah non, alors quand j'écris en braille, la personne elle peut pas lire un mot à quelqu'un, c'est je prends un stylo et j'écris sur une feuille de papier. Ah oui d'accord, en noir du coup. Voilà, en noir, évidemment. Ah oui. Non, l'écriture braille, on utilise, alors maintenant on peut aussi écrire à l'ordinateur et imprimer en braille, mais on utilise une machine comme ça, dans laquelle on rentre du papier, et dans laquelle on écrit avec les 6 touches qui sont là, qui correspondent aux 6 points braille. Et en fait, on fait des combinaisons de touches, ça fait des combinaisons de points. Voilà comment, c'est une des machines, ça s'appelle une Perkins. C'est une des techniques qui permet d'écrire en braille. Mais effectivement, si je veux laisser un petit mot à quelqu'un, je vais prendre un stylo et je vais écrire sur le papier en noir. Sinon, la personne va pas pouvoir lire. Et quand ça imprime en braille, du coup, ça imprime en relief, en fait. Ça imprime en perforant la feuille, en faisant des petits points, quoi. C'est des imprimantes spécifiques. Tu peux pas imprimer en braille avec une imprimante normale, parce que du coup c'est pas de l'encre, c'est des c'est des bosses. C'est des petits poinçons qui vont perforer le papier, sauf que ça va beaucoup plus vite que quand tu le fais à la main. Et surtout que tu peux en faire des copies. Voilà quoi. Hein. D'accord. Ouais, donc tu peux écrire à quelqu'un en noir. Oui, alors sauf que je peux pas me relire, on est bien d'accord. Oui. Mais l'idée, si je sais pas, j'ai un copain ou une copine, je veux lui écrire. Je sais pas, il dort chez moi et je dis je suis à la boulangerie, je reviens. Ça, je peux le faire. Ce sera un peu mal écrit, mais peut-être pas très droit, mais la personne pourra lire. La personne pourra me lire. Et c'est quand même vachement, je trouve que c'est vachement important ça.
C'est clair, c'est vachement utile, quoi. Ouais, c'est utile. Après, voilà, hein, je dirais que c'est pas la priorité dans les apprentissages, mais ça fait partie des choses que je trouve importantes à pouvoir maîtriser, parce que on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais comme on en parlait hors enregistrement tout à l'heure, je pense que l'inclusion, c'est une adaptation dans les deux sens. Et moi, être capable de pouvoir écrire à mes potes voyants, je trouve que c'est normal. Alors maintenant, la meilleure technique, c'est j'écris sur mon ordi et j'imprime. Hein. ça va beaucoup mieux. Mais quand on veut être vite fait, bien fait, voilà, on peut faire autrement. Ok. Alors t'as dit tellement de trucs. Ouais, j'en ai dit trop. Alors non, mais c'était super intéressant. Tu parles de la canne blanche, justement. C'était une de mes questions. C'était justement comment tu penses l'espace et la canne blanche, du coup, comment ça s'utilise? Parce que moi, de mon point de vue subjectif, je vois des gens qui machinent une canne de gauche à droite dans la rue. Ouais. Je comprends pas trop quel est ce principe. C'est quoi? C'est pour cartographier l'espace devant nous? Alors non, c'est simplement pour s'éviter de se prendre des poteaux dans la tronche. D'accord. Donc le principe, il est très simple. Hein. Le principe, c'est que ta canne, c'est le prolongement de ton bras. Malheureusement, on peut pas toucher par terre devant nous, sinon ce serait très 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 compliqué en termes de déplacement. Donc la canne, elle représente un prolongement de notre bras qui nous permet de... Nous, en fait, quand on dit voir, c'est toucher. Là, tu vois, je tends le bras, ça c'est ma distance de vue. Voilà. Et donc du coup, je peux pas voir le sol. Voilà. Donc on prolonge le bras avec un objet qui va permettre d'augmenter la distance de vue d'un peu plus que la longueur du bras. Donc l'embout de la canne, je sais pas si tu as remarqué que les cannes, elles ont toujours un embout un petit peu plus gros que le reste de la canne. Ouais. Alors cet objet, il permet simplement, de pas se coincer dans les divers trous du trottoir, tout ça. Souvent, il a un roulement à billes qui permet pareil d'éviter que ça se coince dans les aspérités. Et il va frotter au sol pour détecter, les différentes aspérités, se rendre compte s'il rencontre une marche, une bordure. Et pourquoi on balaye? En fait, on va créer un périmètre de sécurité de la largeur de notre corps. Donc, généralement, le conseil, c'est on prend la largeur de nos épaules et on va balayer de cette largeur-là. Ça sert à rien de balayer plus large, mais balayer moins large, ça fait des zones d'ombre. L'idée, c'est de se créer un couloir de sécurité dans lequel notre corps a la place de passer. Donc, c'est pour ça qu'on balaye de gauche à droite. En fait, en théorie, quand on pratique bien, quand on avance le pied gauche, on met la pointe de la canne à droite, et ainsi de suite. Ça permet qu'admettons, il y a un poteau. Si, au pire, je me le prends dans le pied, ou alors c'est ma canne qui le touche. Mais ce ne sera jamais mon corps ou mon visage. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le principe. Et le principe, donc, ça permet, vu qu'on est tout le temps en contact avec le sol, de ne rater aucune irrégularité du sol, et en même temps de détecter tous les obstacles qui se trouvent sur notre passage. Ce qui veut dire en fait que, au lieu d'avoir un périmètre visuel, c'est pas visuel des yeux, mais en tout cas de connaissance de l'environnement, de la longueur du bras, on a un périmètre de connaissance de l'environnement, de la largeur et de la longueur de ce balayage avec la canne. En fait, c'est hyper intéressant parce que, en fait, je me rends compte que quand j'écoute ce que tu dis là et que je me mets dans ta tête, j'ai l'impression que la perception de la réalité quand on est non-voyant, c'est que vraiment on construit l'environnement dans notre tête à partir de ce qu'on perçoit en termes sonores. Et du coup, en fait, quand tu crées un couloir, en fait, c'est comme si on pouvait visualiser le couloir. Moi, j'imagine comme des murs transparents, comme dans un jeu vidéo, quoi. Et en fait, tu sais ce qu'il y a dans ce couloir parce que tu l'as balayé. Tu sais qu'il y a des sons et du coup, tu peux mettre entre guillemets des objets dans l'espace à partir de ce que tu perçois au niveau sonore. Ouais. Et en fait, ce que tu ne perçois pas au niveau sonore, ça n'existe pas. En fait. Ça reste dans le noir. Imagine un jeu vidéo où tu as je sais pas, ça me rappelle quelque chose. Voilà, moi je pense à ça où tu as une lampe torche, mais qui éclaire à une petite distance. Et à partir du moment où tu y es passé, cette distance-là, ça reste éclairé. Oui. Voilà. Ouais, ça fait une image assez parlante. Le reste, c'est tout noir. En gros, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça, mais on va associer énormément d'autres éléments. L'odeur de la boulangerie, le bruit des mecs qui font des travaux, le bruit des voitures qui nous donnent en permanence où se trouve la route. La trajectoire. Et puis, ça nous permet, globalement, des fois, on marche droit uniquement parce qu'on se fie au son des voitures à côté. Voilà. Marcher droit, alors ça, on n'en parle pas assez. Les gens qui nous disent c'est tout droit, ils se rendent pas compte à quel point c'est galère. C'est marrant, oui. Ça m'est encore arrivé hier sur la place d'Antigone, là-bas, la place du Nombre d'Or. Donc c'est des très très grandes places, sauf qu'il y a souvent, c'est à Montpellier, il y a souvent un tas de bazar au milieu. Là, il y avait, je crois que c'est Sanofi qui faisait des démonstrations de je sais pas quoi. Il y avait des stands partout. C'était un enfer. Et donc bon, quelqu'un me donne un petit coup de main pour contourner et tout ça. Puis après, la personne me dit c'est tout droit.
Moi, je me dis, ok, ça va le faire. Je commence à aller tout droit. Et là, la personne me court après. Elle était très gentille, cette dame. Elle me dit, vous avez complètement dévié à droite. Voilà. Mais parce qu'en fait, on n'a aucun repère. Bah oui. On n'a aucun repère qui nous permet de savoir si c'est droit ou pas. Donc voilà. C'est vrai que entre guillemets, notre espace de repère 100% effectif est très petit. Par contre, tout ce qui va être son, odeur, ainsi de suite, vont beaucoup nous aider. Il y a aussi ce qu'on appelle la perception des masses. Il y a des gens qui appellent ça le sixième sens. Moi, ça me fait rire parce que j'aime bien l'idée, mais c'est pas du tout un sixième sens. Le fait qu'on est capable parfois, par exemple, de sentir un mur et de l'éviter avant de l'avoir touché, même avec le bout de la canne. Mais comment c'est possible? Peut-être avec la réverbération du son, tu vois. Alors, la perception des masses, c'est l'association du son et du toucher. À savoir, il y a la réverbération du son va être différente. Ouais. Il y a des gens qui pratiquent l'écolocalisation, par exemple. Ah oui, littéralement. Ouais, littéralement. Moi, je trouve ça très gênant de marcher dans la rue en faisant... Mais il m'est déjà arrivé de fredonner l'air de rien quand j'avais un doute en gros, tu fais l'écolocation mais plus discrète, quoi. Et voilà, tu fais une écolocation en faisant un petit son qui va te permettre de... Alors bon, après, globalement, moi, c'est un truc dont j'ai pas trop besoin parce que dans la rue, il y a toujours du bruit. Oui. Et donc, en fait, c'est pas toi qui l'émets, mais malgré tout, ça te donne énormément d'infos sur les objets qui sont autour de toi. Donc ça, c'est la première partie, c'est le son. Et la deuxième partie, c'est le mouvement des masses d'air. Si tu fermes les yeux et que tu passes ta main devant ton visage, comme ça, tu vas sentir qu'il y a un mouvement de masse d'air. Et ben, si tu longes un mur et que tout d'un coup, il y a plus de mur, t'as un espèce de petit appel d'air, et tu sens qu'en termes voilà, que ça ne bloque plus l'air. Donc, alors après, je dirais que ça se travaille, mais la perception des masses, c'est vraiment une espèce d'association des sens pour créer un sens que aucun voyant n'utilise, ne soupçonne même. Ouais, en fait, alors, je me suis déjà servi. En fait, moi, je fais des arts martiaux un peu, le systéma, c'est un art martial russe. Ouais. Et on fait des exercices comme ça, où du coup, on ferme les yeux, des choses comme ça. Et effectivement, quand on se met à l'écoute de ce qui est vivant, quand on est juste connecté à ses sens, etc., on développe une sorte de sensibilité qu'on n'a pas d'habitude. Bien sûr. Parce que justement, on fait avec la contrainte, quoi. Mais en fait, moi, les gens me disent toujours, tu sais, moi, si je perdais la vue, je pourrais pas. Excusez-moi, je me moque, mais je me moque gentiment. Je me moque pas du tout de ces gens, je les comprends. Mais en fait, laissez-moi vous dire, messieurs, dames, que si pendant 24 heures vous êtes dans le noir, vous allez déjà avoir développé un bon quart des capacités que nous, on a, sans aucun problème. Le cerveau déteste le manque. Mais vraiment, il déteste ça. Une information qui est intéressante à savoir, c'est que 83% de l'information qui parvient à notre cerveau, c'est de l'information visuelle. Enfin, pas au bien du coup, mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout d'un coup je te prive de 83% de l'info, eh ben, tu vas pas rester avec tes malheureux 17%. Tu vas aller chercher tes 83% manquants. Le cerveau, il déteste le vide, vraiment, il supporte pas ça. Et donc, tout d'un coup, tu vas aller écouter, sentir, renifler, et tu vas récupérer de l'information. Alors, malheureusement, parfois, elle n'est pas aussi utile ou aussi facile à utiliser, mais tu récupères de l'info. Ouais, parfois même trop, d'ailleurs. On est vite envahi par des influx sonores, notamment, dont on n'a pas besoin qu'ils fatiguent. C'est vrai que j'ai déjà fait des exercices de pleine conscience, notamment, et on se rend compte qu'il y a plein de perceptions sensorielles que le cerveau anesthésie ou met en arrière-plan de la conscience. Complètement. Tu vois, typiquement, quand tu manges du chocolat Milka, du chocolat au lait, etc., très sucré... Eh ben, c'est pas bon. Ah non, pardon. Ouais, c'est ça. Non, mais si tu fais ça de façon automatique, tu peux manger facilement une barre, 2 barres, tu bouffes ça en 2 secondes et tu penses même pas et juste c'est bon, mais voilà. Alors que si tu manges en pleine conscience et que t'es pleinement présent à la perception du goût, des odeurs, en fait, un carré, c'est déjà écœurant, en fait. Ben oui. Parce que, du coup, ça amplifie les perceptions. Mais alors, laissez-moi casser un cliché. Mon chéri, par exemple, il adore se gaver de Milka au lait. Et pourtant, il y voit pas, lui non plus. Voilà. Donc, en fait, la pleine conscience, c'est pour qui veut. Ça n'a rien à voir. Non, mais je tiens à préciser, c'est tout. C'est cool. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors que moi, je prends du chocolat noir 95% et j'en mange un demi-carré. Voilà, ça se passe comme ça. Ouais. Mais c'est marrant, c'est marrant parce que avec ma compagne, on est pareil. Elle mange du 100%, et moi, je mange du chocolat au lait. Au point même que je dis, moi, ce que j'aime, c'est le gras et le sucré, en fait. Voilà. Il faut s'assumer, à un moment. C'est ça.
tout à l'heure, tu parlais de ton entourage, tu disais, en gros, tes parents étaient plutôt, enfin, je sais plus trop comment tu as formulé ça, mais en gros... Très soutenant. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vois à quel point c'est capital, en fait, quand on a un handicap ou un truc comme ça, en fonction de l'entourage qu'on a, c'est pas du tout le même en termes de conséquences. Ça change tout. Et du coup, comment, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qu'est-ce qui a le plus été soutenant pour toi de la part de ton entourage? Alors, déjà, le fait, mais ça, on se rend pas compte à quel point ça a été important, que pour mes parents, c'était parfois des problèmes à résoudre, mais c'était pas un problème avec un grand P. Pour mes parents, ça a toujours été normal, en fait. Alors, bien sûr, moi, je connais maintenant que je suis adulte et que j'ai beaucoup parlé avec ma maman, notamment. Je connais notre histoire, parce que mon frère est non-voyant aussi. Donc, c'est lui qui est arrivé le premier. Je sais comment ils ont reçu le diagnostic, je connais tout ça. Mais mes parents, très rapidement, ils ont dit, bon, on va trouver... on va aller se renseigner, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les accompagner le mieux. Et moi, là où je vois notamment la différence, c'est en termes familial. Je connais beaucoup de non-voyants de mon entourage. Dans leur famille, il y a une espèce de malaise. Genre avec les cousins, avec les proches, il y a une espèce de... Bon, ben on les voit, mais c'est quand même un peu ceux de la famille qui sont un peu différents, quoi. Moi, en fait, je me rends compte que dans ma famille, et j'en discutais il y a pas longtemps avec une cousine, elle me disait, nous, on n'a jamais pensé que vous étiez différents. On a toujours, on partait en rando, on se posait, enfin, nous, quand on était gosses, on allait à la campagne, on partait juste les gamins, les parents se demandaient pas du tout, ils se sont jamais dit, attendez, est-ce que les deux non-voyants, on les laisse partir avec les autres? On partait toute la journée, ils savaient pas où on était, on avait 8 ans, 9 ans, hein, et en fait, ça a toujours été comme ça. Et donc, mes cousins ne se rendaient pas compte non plus qu'il y avait une différence. Ça les empêchait pas, c'est ça qui est rigolo. Ça les empêchait pas de nous donner la main quand il y avait un endroit où on savait pas où il fallait passer, quand il y avait... parce que en plus, là, je vous parle de campagne, hein, je vous parle de descendre des ruisseaux à pied avec des bottes, enfin, je vous parle de trucs comme ça. Et ça n'a jamais inquiété personne. On s'est jamais dit, il faut qu'il fasse attention, il faudrait qu'il y ait un adulte qui vienne. Et ça, je dirais que ça a été le plus important. Je vois beaucoup de familles où l'enfant il est soit surprotégé, ce qui ne l'aide pas du tout, soit mis un peu en exergue, ce qui n'aide pas non plus. Hein. C'est hyper intéressant, parce que effectivement, je constate que... Enfin, en fait, je crois que les enfants, tout à l'heure tu disais, ils apprennent par imitation, et j'ai envie de dire, même ils se construisent identitairement par imitation et par introjection de ce qu'on leur fout dans le crâne. Et si on envoie au message, un enfant, lui envoie un message, tu es fragile, il faut que tu fasses attention, il va se construire en croyant qu'il est fragile et qu'il doit faire attention. Alors que toi, en gros, on t'a fait confiance, on t'a laissé un peu gérer les trucs, et du coup, t'es hyper autonome, enfin voilà, il y a plein de trucs cool. Et je tiens à dire que mais c'est ça qui est rigolo, je me suis pas pris plus de gamelles que d'autres gamins, hein. Même peut-être moins, alors que voilà, hein, on descendait un coupe-feu, tu sais, les trucs en pierre comme ça. C'est vrai qu'on s'est jamais demandé si ça posait problème. En fait, ça me rappelle Malcolm. Je sais pas pourquoi je parle tout le temps de ce. Tu vois le pote de Malcolm, le gamin noir en fauteuil qui a des problèmes de respiration. Ouais. Tu vois, ses parents le surprotègent et tout, et en fait, il souffre beaucoup de ça, alors que le jour où il fugue, il fait des conneries avec Malcolm, en fait, c'est génial pour lui. En fait, ça se passe bien, voilà. Enfin, ça se passe. Il y a fait un accident, mais c'est pas très grave, quoi. Et puis, il a quand même kiffé, ça valait la peine. Non, mais c'est ça. Il a vécu, en fait. Et exactement, en fait, on vit. Et puis, et c'est vraiment très, très important. Aussi, un truc, mais alors, en fait, on en revient au fait que c'est les parents qui doivent énormément être accompagnés, en fait. Parce que moi, là, je fais la maline, mais moi, je pense que j'ai des parents qui ont fait les bons choix, qui avaient aussi les capacités intellectuelles et sociales d'aller chercher les bonnes ressources. Il y a des parents, ils sont à la campagne, ils font comme ils peuvent, quoi. Mais le problème, c'est ce qu'ils vont faire porter à l'enfant. Et notamment, un des trucs les pires à faire porter à l'enfant, c'est la culpabilité. Et je connais des personnes non-voyantes dans ce cas-là, où les parents ont toujours énormément affiché qu'ils se sentaient coupables d'avoir un enfant non-voyant. En fait, ce qui est problématique avec ça, ça veut dire que c'est un truc grave et mauvais. Et c'est ça que ça renvoie à l'enfant. Si la personne se sent coupable, on est coupable d'un crime. Non mais c'est vrai, il faut mettre les mots où ils sont. On est coupable d'un crime. Et donc ça voudrait dire que cet enfant, une part de lui se dit,
je suis un crime. C'est très grave quant à ça, ce que ça renvoie. Et... C'est pas grave que le parent le ressente, parce que ça fait partie des processus naturels. Par contre, il faut pas le garder. Il faut travailler dessus. Parce qu'après, l'enfant, il va se construire avec ça. Il va se construire avec l'idée que ce qu'il est, c'est pas aussi bien que ce qu'il pourrait être s'il y voyait. Oui, en fait, c'est vraiment plutôt que d'envoyer le message à l'enfant. J'aurais préféré t'avoir sans ta particularité, et en fait, en gros, je me sens coupable de t'infliger cette particularité. C'est ça. Plutôt de dire, en gros, je t'aime comme tu es, et j'ai de la chance de t'avoir comme tu es. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on nous dit que c'est quelque chose qu'on nous inflige, donc que c'est une souffrance, nous, on va se dire que c'est une souffrance en tant qu'enfant. Si on nous dit, bah, c'est pas grave, eh ben, on se dit, c'est pas grave. C'est un peu comme, tu sais, les enfants, quand ils tombent, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils regardent les adultes, voir comment ils doivent réagir. Exactement. Si l'adulte, il fait l'enfant, il se met à pleurer. C'est ça. C'est systématique. Alors, l'adulte s'en fout, l'enfant s'en fout. Alors, l'adulte, il s'en fout, il continue à papoter, bah, le gamin, il se relève, il continue à jouer. Hein. C'est pareil. Et c'est exactement ça. C'est fou. Ça veut pas dire qu'il va quand même pas falloir aller vérifier que l'enfant s'est pas fait mal. Et c'est pareil avec les non-voyants. Ça veut pas dire qu'il va pas falloir donner toutes les clés à l'enfant non-voyant pour qu'il puisse appréhender le monde. Parce que oui, il va en avoir des problèmes, c'est clair. Mais en fait, de même qu'un enfant, un enfant qui est particulièrement casse-couille risque d'avoir des problèmes. Un enfant enfin, en fait, tous les enfants, ils ont des particularités. Ce qui est important, c'est de leur apprendre à vivre avec. Ouais. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue où le mec disait, en fait, on parle de neurodiversité, de neurodivergence, etc., mais la réalité, c'est que quelqu'un de parfaitement normal sur tous les plans, ça n'existe pas. C'est ça. Il n'y a pas de personne vraiment... Non, ça n'existe pas. Et le fait, en fait, de trop vouloir... Aujourd'hui, on a un peu trop tendance à mettre dans des cases. Alors, j'en comprends l'intérêt. Hein. J'en comprends l'intérêt parce que il y a trop de choses qui ont été ignorées. Je pense notamment à tous les troubles TDAH, les troubles de neurodéveloppement, que c'est important de les repérer et d'en avoir conscience. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est trop rentré dans une mise dans des cases. Et le problème, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, entre guillemets, normaux, entre guillemets? Ben non, parce que eux aussi vont avoir des spécificités. Et voilà, je pense que c'est super important de se rendre compte que, alors elles paraissent plus ou moins énormes, les spécificités en question, mais il y a pas de normalité, en fait, ça n'existe pas. Ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes loisirs et de comment est-ce que tu adaptes certains de tes loisirs au fait que, à la non-voyance, quoi? Alors, des loisirs, j'en ai pas mal, hein. Oui, je vois ça. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, dans mes loisirs principaux, bon, il y a la musique. Peut-être un petit peu moins ces temps-ci, mais malgré tout, il y a pas eu grande adaptation à faire, hein. Moi, je joue du piano, je chante. J'ai même suivi le conservatoire quand j'étais petite. Pendant 5 ans, bon, alors on a adapté, je pouvais pas suivre le solfège au conservatoire, j'ai pris une prof de solfège qui m'a appris le solfège en braille, ainsi de suite. J'ai beaucoup appris d'oreille ou en me faisant dicter les morceaux plutôt que de lire les partitions, parce que ça allait plus vite, mais globalement ça n'a rien changé. De toute façon, aujourd'hui, je joue plus du tout de classique, je joue ce qui me plaît, donc plus de partition. Voilà, donc ça c'est un de mes loisirs. Un autre de mes loisirs, c'est l'écriture. Je suis sur un roman en ce moment, donc voilà, c'est pareil, hein, avec peut-être qu'on voudra en reparler plus tard, mais tout ce qui est adaptation informatique, je n'ai aucune difficulté pour écrire, hein, j'écris sur un ordinateur tout à fait classique, juste équipé d'un lecteur d'écran, donc est un logiciel avec une voix électronique, une voix de synthèse qui va me lire ce qu'il y a à l'écran, ne pas confondre avec tout ce qui va être reconnaissance vocale, où là c'est quand on parle à un logiciel pour qu'il prenne notre voix. Moi j'utilise pas ça, je tape sur mon clavier AZERTY que je connais par cœur. Et voilà, et c'est tout, hein. Et du coup, le lecteur d'écran, comment il sait ce qu'il doit lire sur l'écran, parce qu'il y a plein de textes? Bien sûr, donc ça c'est moi qui vais utiliser le clavier pour l'amener à lire ce que je veux qu'il me lise. Donc je peux utiliser mes flèches pour faire défiler le texte. Et après par exemple j'ai des raccourcis, notamment sur internet, je peux aller de titre en titre, de cadre en cadre, ce genre de choses qui va me faire gagner du temps pour trouver exactement la rubrique que je recherche. Je peux aussi chercher dans une page. Donc par exemple, je sais que moi ce qui m'intéresse c'est un truc qui va parler de telle chose, je vais chercher le mot
et ça va m'emmener mon curseur directement au bon endroit, donc après je vais juste faire défiler ligne par ligne, ou voilà. Donc en fait avec des raccourcis clavier, très rapidement on peut obtenir les informations qu'on veut sans se taper la lecture de toute une page par exemple. Voilà. D'accord. On peut naviguer de mot en mot, de caractère en caractère, de ligne en ligne, ainsi de suite. Ok, c'est un truc dont on reparlera un peu après Bien sur sûr. l'accessibilité des technologies et tout, parce que tout à l'heure on en a parlé un peu, et j'aimerais qu'on reparle aussi tout à l'heure des films en audio, description et tout, là, ça c'est hyper Bien intéressant. C'est pas dans mes questions de base, mais c'est tellement intéressant qu'on peut même pas en parler. Non, puis je trouve ça intéressant que les gens aient un peu une idée aussi de petites choses comme ça qui existent en fait. D'ailleurs, on pourra en parler maintenant en fait. Bon, si tu veux, hein. Donc, en plus, c'est loisir, les films. Si, c'est bien, ouais, ça. Mais c'est ça. Hein, tu vois, c'est hyper cohérent, en fait. Oui. Donc, oui, j'aime bien regarder des films et des séries. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est quelque chose qui s'appelle l'audio-description. En fait, si vous regardez vos télés, quasiment tout le monde l'a, en fait. Alors, souvent, maintenant, c'est un petit bouton sur la télécommande qui permet d'activer ou pas. Et quand on n'a pas ça, des fois, il faut aller dans les menus, dans les langues. Je sais pas pourquoi c'est dans les langues. Et en fait, on peut avoir le canal sous-titré. Non, pas sous-titré, audio décrit, excusez-moi. Et donc, l'audio-description, c'est en fait des gens qui ont enregistré une bande qui va se caler sur le film avec la description des scènes et de ce qui se passe, qui va être calée de manière à ne jamais interférer évidemment avec les dialogues. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est fait après coup, après que le film ait été réalisé. À ma connaissance, il n'y a pas encore de réalisateur qui fasse sa propre audio-description. Je dis pas que ça pourrait pas se faire, mais bon, j'imagine qu'ils ont autre chose à faire. Et puis c'est pas tout à fait la même industrie quand même, hein, donc voilà. Oui. Mais maintenant, 95% des films sortent au cinéma en audio-description, ce qui est quand même assez chouette. Oui. Donc voilà. Et après, à la télé, il y en a énormément, même les séries. Par exemple, quasiment toutes les séries France TV, on aime ou pas, mais sont audio-descrites. Nous, on utilise Apple, sans vouloir faire de pub. Apple TV, toutes ses propres productions sont audio-décrites et très bien audio-décrites en plus. Ils ont un super studio. Et maintenant, bon nombre d'autres films qu'on peut avoir sur les plateformes à la location ou voilà, sont audio-décrits aussi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, il y a 20 ans, même moins que ça, hein, on n'avait pas ça du tout. Et pour autant, je regardais toujours autant des films et des séries. Et je récupérais les infos comme je pouvais, j'essayais de comprendre avec le contexte. Je me rappelle même que des fois, j'allais sur internet après et je cherchais si je trouvais pas un déroulé de l'épisode ou du film pour chercher les infos sur les scènes que j'avais pas bien comprises. Et ça me dérangeait pas. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, hein, on s'habitue. Hein. Et depuis qu'il y a la description, on en est au stade avec mon amoureux où quand on voit qu'il y a un truc qui est pas en audio description, on dit oh non, on le regarde pas. On en est à ce stade-là. Je trouve ça un peu triste, mais en même temps, voilà, c'est une habitude qu'on a prise. C'est hyper confortable. Après, par exemple, un film que j'aime beaucoup, je vais apprécier de le regarder en audio description et après de le regarder sans ou dans l'autre sens, parce que tout le pouvoir aussi de la musique, de l'ambiance, on le perd un tout petit peu. Ça veut pas dire qu'on l'a pas, hein, mais évidemment, comme on est concentré sur la description, on fait moins attention à la musique qui va être derrière, dont le son va être légèrement baissé pour avoir l'audio-description, ça. Et donc en fait, après voilà, un film que j'aime beaucoup, je vais vouloir avoir cette expérience-là aussi. Ouais, genre la chevauchée du Rohan. En fait, voilà. une fois que t'as l'audio-description, tu te souviens. Et tu te rappelles à peu près, et donc du coup tu colles, voilà. Mais tu te régales de coller les images sur la musique et l'ambiance, quoi. C'est assez plaisant. Okay. Je sais pas, dans les loisirs, moi j'aime bien cuisiner. Oui, j'ai vu ça ce matin. Ouais, non, j'ai fait des sandwichs ce matin, j'ai pas cuisiné. Ouais, mais quand même, j'ai trop, en fait, c'est un truc j'ai trouvé ça trop cool, c'est que je suis venu chez toi, et en fait, j'ai été chez toi comme j'aurais été chez n'importe qui, c'est-à-dire que l'idée. Je me suis installé, tu faisais ta vie dans la cuisine, tu cuisines, t'as coupé le pain et tous les machins, t'es préparé le sandwich pour ton mari, après on a bu un thé, en mangeant des viennoiseries, et en fait, je n'ai pas, j'ai quasiment rien eu à faire de différent d'habitude quand je vais chez quelqu'un, en fait. C'était l'idée, hein. Mais du coup, c'est fou parce que moi, dans ma tête, quand je m'imagine, ok, comment je vis si je suis non-voyant, j'ai l'impression que voilà, que je vais marcher 1 centimètre par 1 centimètre parce que je vais avoir peur de tomber. Et en fait, toi, rien à foutre, tu fais les allers-retours, les machins, parce que je connais les lieux par cœur, hein. Moi j'ai une espèce de cartographie de mon chez moi parfaite. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est
les objets sont chacun à sa place, chaque place a sa chose, et donc moi les gestes je peux les faire machinalement et je suis très efficace. Et moi j'aime bien, alors quand j'ai envie, mais j'aime bien faire de la cuisine un peu plus poussée, faire des trucs avec des sauces, avec des machins, des plats mijotés, et en fait globalement il y a rien qui me pose problème. C'est beaucoup de toucher déjà la cuisine, quand tu découpes t'as les mains dedans, Mais je serais presque curieux de tester un jour, d'essayer de cuisiner les yeux fermés pour voir la différence. Ouais, alors si t'as pas d'expérience sur certains trucs, je te dirais d'y aller mollo quand même. Je vais me couper un doigt. Parce que mais c'est ça. Et moi je me coupe jamais. Alors si, je me coupe comme tous les cuisiniers, c'est-à-dire que des fois je fais pas gaffe, voilà, mais je veux dire pas plus quoi. Et simplement parce que j'ai l'habitude, je touche la forme de la chose, je place mon couteau, je place mes doigts, mais en fait ça va très vite. Ouais. Je veux dire là, dans mon sandwich j'ai mis du concombre, oui parce que je fais pas quand même des sandwichs de base, tu vois. J'ai épluché mon concombre, j'ai coupé mon concombre en petits morceaux. Ouais, j'ai vu ça. Mais en fait, c'est comment dire, c'est une forme enfin maintenant moi c'est machinal. Ouais. C'est hyper machinal, je réfléchis pas. Mais d'ailleurs les grands cuisiniers, ils doivent apprendre à couper les trucs sans regarder. J'avais vu ça, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Enfin, ils disent que à partir d'un certain moment, ils sont capables de pas du tout regarder ce qu'ils font et de couper quelque chose, par exemple en julienne ou quoi. Et donc c'est génial. Ça veut dire qu'en fait des gestes qu'on pratique, souvent on n'a plus besoin de la vue. C'est comme écrire au clavier. Tout bon dactylo n'utilise pas ses yeux. J'espère bien d'ailleurs, parce que sinon le temps que vous perdez. Donc voilà, c'est ça. Et après, tout est une question d'adaptation, de petites adaptations. Moi, par exemple, je dis toujours, si vous voulez pas avoir peur de vous brûler, il faut vous brûler. Non, mais alors attention, là, j'entends les ergothérapeutes, là, qui s'occupent de non-voyants, ils m'entendent et ils sont en train de faire, oh non, mais celle-là, faut la faire taire, c'est pas possible, elle pourrit complètement notre métier, bon. Ben si, les gars, en fait. Il faut apprendre à se brûler de manière contrôlée. C'est ce qui fait qu'on se brûlera jamais. Et moi, je peux confirmer que c'est le cas. C'est-à-dire que, par exemple, être capable de toucher du tout petit bout du doigt le bord de la poêle, vous allez jamais vous brûler. Ça va durer 1 milliseconde, mais ça va permettre que vous savez exactement où elle est. Vous allez jamais mettre le doigt au milieu de la poêle. Et c'est que des choses comme ça, en fait. C'est des questions d'habitude, d'entraînement. C'est pour ça, la première fois que tu fais les yeux bandés, fais un truc simple, s'il te plaît. Après, je cuisine déjà pas mal et donc je suis habitué. Tu vois, quand je coupe les oignons, j'aime bien je suis un peu toqué avec les oignons. et du coup, je les coupe vraiment pour qu'ils soient tellement fins que les tranches soient transparentes. Ah ouais. Et du coup, j'ai l'habitude, je mets mon ongle, tu vois, auprès de long du couteau et du coup, je coupe de façon très rapide parce que et du coup, je peux le faire sans regarder. Tu vois, c'est quand même comme tu dis au clavier. Je peux écrire au clavier en c'est ça. C'est parce que c'est un geste machinal maintenant. C'est moi, mes mains savent faire en fait. Accessoirement, je suis pas très bonne en coupage ultra fin, mais j'imagine que je pourrais progresser. En fait, c'est vraiment quand tu remontes le couteau, il s'agit de le décaler mais qu'un tout petit peu, tu vois, à gauche. Ouais, complètement. Ouais. Et en fait, quand t'arrives, il faut un couteau qui coupe bien. Aussi. Ouais. Par contre, c'est ça, faut qu'il coupe nickel et que limite ça s'enfonce comme du beurre. Je déteste couper les oignons avec un couteau qui coupe pas. Ouais, c'est l'enfer. Je suis d'accord. J'aimerais bien que tu nous parles éventuellement, alors peut-être que j'en parle pas trop après, ton téléphone, parce que tu me dis, Apple, ils sont super impliqués dans l'accessibilité et tout, et effectivement, j'ai l'impression que tous les non-voyants que j'ai vus avoir un smartphone, c'était un iPhone. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai, de plus en plus quand même, on peut se mettre Android, parce qu'Android, c'est quand même a fini par s'aligner, mais oui, quand même, au départ, Apple, c'est le précurseur, il n'y a pas photo. Et du coup, c'est quoi? C'est pareil, c'est un lecteur d'écran que tu utilises? C'est un lecteur d'écran qui s'appelle VoiceOver, mais qui est inclus nativement dans le téléphone. Ce qui veut dire que je déballe mon téléphone, je peux m'en servir, ce qui est quand même pas dégueulasse. Parce qu'il y a un raccourci qui permet de l'activer. Donc avant, des fois, on était obligé quand même de demander à un voyant de nous faire le premier truc, c'est-à-dire d'aller dans les réglages pour l'activer. Aujourd'hui, même plus. Donc voilà. Et donc c'est un lecteur d'écran qui fonctionne exactement pareil, qui lit le texte à l'écran. Et là, pour le coup, on n'a pas de clavier. Donc pour tout ce qui va être navigation, choisir qu'est-ce qu'on veut lire, ça va être des gestes spécifiques qu'on va faire sur l'écran tactile. Et l'écran, il est éteint. Enfin, il y a pas d'image sur l'écran, du coup, ça sert à rien. En théorie, tu fais c'est un iPhone normal, donc t'as l'image sur l'écran, mais par exemple, tu peux, déjà, moi, je mets ma luminosité à 0%, ça économise de la batterie. Et tu peux mettre ce qui s'appelle un rideau d'écran. En fait, simplement, clac, ça va. Alors, le problème, c'est que ça éteint pas exactement ton écran. Ça fait comme une surcouche qui fait que
c'est comme si ça éteignait ton écran. Et moi, disons que c'est inclus dans VoiceOver, mais c'est pas actif de base. Mais moi, je l'active souvent parce que finalement, ça me permet que si j'écris un texto dans les transports, personne voit ce que j'écris. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux je sais pas, c'est toujours pas très concret pour moi de comment on navigue sur Internet ou sur Twitter avec un téléphone, parce que il faut que tu saches où mettre tes doigts, où cliquer, il faut que tu saches, et même, tu vois, les threads sur Twitter, il y a souvent des conversations imbriquées dans plusieurs conversations et tout, et du coup, ça me dépasse. Comment tu fais? Ça va être compliqué d'expliquer. Non, c'est vrai, ça va pas être... Voilà. Déjà, voilà, ça, vous entendez, ça c'est VoiceOver. Alors, chez moi, il parle très vite. Ouais, c'est en x2. Parce que, c'est en fois, en fait, comme c'est une voix synthétique, il y a pas de débit normal, c'est-à-dire tu peux le ralentir à bloc, le faire parler très lentement, le faire parler très vite. Ce qu'il y a, c'est que nous, comme on a besoin d'efficacité, si je lis, par exemple, vraiment un contenu, genre, je lis un livre ou je lis même une page, je vais ralentir le débit pour pouvoir... Mais quand c'est de l'utilitaire, genre aller chercher une info, j'ai besoin au contraire que ça aille vite. Alors, comment je peux t'expliquer? En fait, pour moi... Attends, je sais pas comment... En fait, ça m'intéresse que tu nous expliques comment est-ce que tu perçois, comment est-ce que tu visualises Twitter, par exemple? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, alors sur iPhone, c'est un tout petit peu moins bizarre que sur ordinateur, parce qu'au moins sur iPhone, on a l'écran sous le doigt. Ce qui veut dire que moi, en baladant mon doigt, tu vois, bon, attends, peut-être je pourrais te mettre là. Voilà, bon, comme ça. Tu m'as mis l'image du coup. Voilà, pour que tu puisses voir que c'est un téléphone tout à fait normal. N'est-ce pas? Voilà. Donc, effectivement, moi, je peux balader mon doigt. Je sais que dossier multimédia, il est tout en haut à gauche. Voilà, tu vois, ainsi de suite. Voilà. Mais, j'ai une autre technique. Donc, là, pour ceux qui nous écoutent, en fait, simplement, je garde la pulpe de mon doigt collée à l'écran et je me déplace. Ce qui veut dire que si j'amène mon doigt en haut à gauche, je vais toucher ce qu'il y a en haut à gauche, ainsi de suite. Mais j'ai une autre technique. Je mets mon doigt tout en haut, et alors là, je me mets n'importe où sur l'écran, et je fais des petits glissés avec le doigt. En fait, ça déplace mon focus, et quand il arrive à la fin d'une ligne, il va passer à la suivante. Mais moi, du coup, pour moi, c'est comme si c'était linéaire, et que je faisais défiler, tu vois, comme des slides que je fais défiler, en fait. Quel est l'intérêt? C'est que moi, très vite, je passe d'un item à l'autre, même si, par exemple, il y avait un truc là, et que le suivant était là, et ben, je pourrais directement passer de l'un à l'autre. En fait, c'est comme si tu fouillais dans des dossiers dans une caisse, quoi. Voilà. Et je les fais passer l'un après l'autre. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est des petits gestes de raccourci, mais moi qui m'évite de devoir chercher pendant 3 heures avec mes doigts où se trouvent les choses sur l'écran. Simplement, tac, je défile de l'un à l'autre. Alors, pour cliquer sur un élément, t'auras remarqué que quand je pose mon doigt, ça valide pas systématiquement. Ouais. Ce serait très embêtant. Ouais. Je double tape. Hop. Voilà. Plus. Voilà. Oui, donc, j'ouvre donc là. Voilà. Donc là, ça me lit le texte. Et si je continue, je fais mes petits glissés. Voilà, j'ai tout le tweet. Il est long en plus, celui-là. Ouais. Et voilà. Et là, j'arrive directement à répondre, reposter, j'aime. Et du coup, tu peux savoir qui a écrit le pseudo du père de la personne. Ah bah ouais, moi ça me dit d'abord le pseudo. J'aimerais bien avoir un exemple là pour vous le montrer. Le pseudo, et ensuite ça me lit le texte. Et ensuite, ça me dit éventuellement le nombre de j'aime, le nombre de réponses, ainsi de suite. Et du coup, tu peux pas savoir ce qu'il y a comme avatar, par exemple. Non, l'avatar, non. Alors, par contre, les gens qui ont des pseudos avec 12 000 emojis dedans, ça me rend hystérique parce que il faut savoir que lui, il y a des labels sur tous les emojis. Donc, en fait, il me les décrit, alors des courtes descriptions du genre visage souriant avec les yeux rieurs, ce genre de choses. Sauf qu'à chaque fois, il va me dire emoji devant pour que je sache que c'est un emoji. Imaginez que vous en avez 7 ou 8, ça va me faire emoji visage souriant avec les yeux rieurs, emoji cœur rouge, emoji cheval, emoji drapeau de la France, emoji... Ça me rend hystérique. C'est hyper long. Rien que lire le pseudo, ça met 1h30. Et en fait, généralement, je passe au truc suivant avant d'avoir lu le contenu, parce que c'est bon. Enfin. Donc voilà, c'est des trucs bêtes, mais voilà, ça va. Donc, est-ce que tu dirais que tu peux utiliser Internet
Tu peux du tout Internet ou il y a des trucs que tu peux pas faire sur Internet? Tout dépend de l'accessibilité. Alors, l'accessibilité web, c'est un truc qui est très très important, à savoir que, de base, les images, c'est le seul truc que notre lecteur d'écran ne lit pas. Il lit du texte. Donc, parfois, on me dit, oui, mais il y a du texte dans l'image. Oui, mais c'est un screen ou un scan, enfin, ce que vous voulez. Mais en gros, c'est une photo d'un texte. Donc, pour nous, c'est une image. Alors oui, il existe maintenant des logiciels qui sont capables de faire de la reconnaissance de caractères, qui sont aussi capables de faire de la reconnaissance d'images. ChatGPT est actuellement certainement le plus performant d'entre eux. Moi, on m'envoie une photo, je l'envoie à GPT. Alors, j'espère que c'est pas une photo de nu, sinon tant pis pour vous. Tant pis pour la confidentialité. Non, j'essaie de faire gaffe avec ça quand même. Mais globalement, voilà, moi, ça m'arrive. Même, des trucs rigolos. Je me maquille. Je me prends une photo de ma tronche et je demande à GPT s'il y a des défauts. Putain, c'est génial. Et c'est génial. Alors, c'est génial, c'est un peu, malgré tout, il faut être très prudent avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a énormément de biais. Déjà, notamment GPT, il est globalement programmé pour nous faire plaisir, donc il faut savoir le prompter. Moi, je lui explique que plus il essaiera de me faire plaisir, plus il me mettra en difficulté. Il faut le faire culpabiliser, le GPT, sinon il comprend pas. Bref, mais malgré tout, c'est intéressant. Alors, j'ai quand même fait des tests pour voir à quel point il était fiable. Et une fois, je m'étais entièrement maquillée, sauf les lèvres. Et il a commencé à m'expliquer que globalement c'était très bien, sauf que mon rouge à lèvres débordait. Là je dis ça c'est intéressant. Alors, et en fait je me suis rendu compte notamment des trucs sur lesquels il est pas performant, c'est que s'il y a des ombres, tu sais, des ombres liées à la lumière ou quoi, parfois lui il est pas capable d'interpréter que c'est des ombres, il pense que c'est une trace ou quoi. Ça fait partie des problématiques encore qu'on peut avoir de l'IA sur l'humain. L'humain, il va me dire, attends, est-ce que tu peux reprendre la photo parce qu'il est possible que là, j'arrive pas à savoir si t'as une trace ou si c'est une ombre. Alors que l'IA, pour l'instant, sait pas faire ça. Ah oui, c'est pas encore dire ça. Ça viendra, hein. Il va devenir de meilleur en meilleur. Et je pense qu'il y a des logiciels d'IA spécialisés dans la photo qui sont pas forcément accessibles au grand public, qui sont déjà bien meilleurs que ça. Mais donc en gros, si tu vois une image ou même un avatar sur Twitter ou n'importe quoi, tu peux t'envoyer à ChatGPT en mode est-ce que tu peux me décrire l'image? Voilà, sauf que maintenant, ce que je voulais vous expliquer quand même, c'est que tu postes une image sur Twitter, moi il va falloir que je l'enregistre, que je l'envoie dans GPT, moi j'ai pas, et que j'attende que GPT me fournisse le résultat. C'est long, pénible, en plus je me retrouve avec après des tas d'images dans ma galerie photo, je sais même plus d'où elles sortent. C'est pénible, c'est très pénible. Et excusez-moi, mais j'ai pas que ça à faire. Donc ça vous prend pas 3 heures d'écrire un petit texte alternatif, ça n'a pas besoin d'être ultra, faites-le, vraiment, nous, ça nous change la vie, parce que directement, on va passer sur l'image, ça va nous lire le texte alternatif automatiquement. Et donc, en fait, on aura la description de l'image. Voilà. Ok. Ça va encore, comme je disais, avoir un impact sur la suite, parce que du coup, maintenant, si je mets une image sur, tu vois, sur le podcast, sur YouTube, souvent, il y a des trucs à l'image que je parle pas, enfin, que j'aborde pas à voix haute. Oui. Et du coup, je me dis, c'est dommage parce que du coup, on perd de l'info. Ouais. Et des fois, c'est des infos intéressantes, quoi. Donc, je vais voir comment je peux peut-être mettre des trucs, des petites notes, ou je sais pas trop, je verrai. Oui, des fois, ça peut être ça, c'est, complètement, ça se réfléchit. Je crois que c'est dans le i, c'est ça, il a dit ça. Enfin, je sais pas trop, YouTube, ici, il y a aussi les machins, descriptions visuelles. Je sais pas bien, YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le truc, c'est que, par exemple, les sous-titres sur YouTube, pour avoir testé, le problème, c'est que du coup, en fait, ça va lire en permanence. Et du coup, en même temps, on va pas entendre on va pas pouvoir écouter en même temps ce qui se dit et écouter le sous-titre. Parce que ça pourrait être une idée de sous-titrer, par exemple, quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, parfois, je conseille, alors, il y a 2 options. Soit dans ta description, tu mets des infos dans la description de la vidéo, tout simplement. Des infos qui te paraissent vraiment pertinentes, quoi. Ou alors, si c'est vraiment quelque chose à un moment donné, à l'image ou quoi, une petite technique, ça peut être de faire de l'audio-description après coup. C'est-à-dire que au montage, tu rajoutes des infos. Par exemple, tu peux utiliser une voix de synthèse pour que ce soit pas ta voix, par exemple, et qu'on comprenne que ça fait pas partie intégrante de la vidéo. Et tu fais lire à la voix de synthèse la petite description et tu l'intercales. Ça peut être une solution. Genre en truc qu'on peut activer sur YouTube, par exemple? Non, à ce moment-là, tu le mets dans le son de ta vidéo directement. D'accord. Ok.
Enfin voilà, c'est une suggestion, faut voir. Okay. Après, il faut que ça pourrisse pas ton rythme non plus. Ouais, non, c'est juste parce que ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui est facilement activable et qui Parce qu'en plus, ça permet qu'il y a rien à activer. Alors d'accord, tout le monde y aura accès, mais c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu te représentes le monde en général? Par exemple, tu vois, hier, je demandais à mes beaux-parents, mais du coup, je disais, voilà, demain, on va parler, etc., de la non-voyance, etc. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser et des choses qui vous intéressent? Et du coup, une des questions qu'ils m'ont posé, c'était, qui m'ont suggéré de te poser, c'était de te demander comment tu perçois la mer, par exemple. Comment tu perçois des choses, ou tu vois, la voûte céleste, ou comment tu la représentes, ces choses-là? Alors, c'est une question très intéressante et un peu compliquée. Je pense qu'aucun non-voyant aura la même réponse. Oui, mais j'en profite pour glisser cette info. Tout ce que je vous dis là, ça vaut pour moi. C'est vraiment important de le noter. De même que n'importe quelle personne est différente face à ses émotions. Ben, nous, les non-voyants, on est différents face à notre handicap, face à notre perception. Il y a des choses qui sont, on va dire, peut-être un peu plus globales, mais malgré tout, tout ce que je vais vous dire, ça vaut pour moi. Les autres, ben, vous aurez qu'à les interviewer. Voilà. Donc, si... Vous êtes pas tous pareils Non, on n'est pas tous pareils. Et ça, déjà, c'est super important. Hein. Non, on n'est pas tous pareils. On n'est pas des petits robots formés sur le même modèle. C'est marrant. En ce moment, j'écris un podcast sur le concept du connard et de comment fonctionne le connard dans les relations humaines, etc. Et du coup, il y a un concept qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le concept de l'altérité radicale. Tu vois, le concept de ce qu'on appelle un alien. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, tu vois, et qui est différent, aliéné, machin. Et du coup, souvent, en fait, les aliens sont tous pareils. C'est tous des petits gris. C'est tous exactement. Et ben, en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que nous, sans dévaluer personne, ni mépriser ceux qui le pensent, du tout. Mais nous, on est des aliens. Très clairement. Exactement. On est des aliens, parce que pour les gens, on est complètement différents. On fait un peu peur. Soyons clairs, hein, dans la rue, l'un des principaux problèmes, c'est la peur des gens. Les gens ne nous parlent pas parce qu'ils ont peur, les gens ont des réactions stupides parce qu'ils ont peur. On est des aliens, et donc dans leur tête, on est tous un peu pareils, voilà. Et donc on a tous la même vie, on a tous... voilà. Donc ça c'est super intéressant. Pour répondre à la question, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je pense d'ailleurs qu'il est très important pour les non-voyants de beaucoup lire. Alors lire, hein, ou ça peut être écouter des podcasts, ou ça peut être écouter des livres audio, on m'en fiche complètement de la façon de faire. Mais ce qui est important... Souvent, on pense qu'il faut priver le non-voyant de la description visuelle parce que ça lui fait de la peine. Je vous assure, j'ai déjà entendu ce discours. Ah ouais, mais je vais pas lui parler des couleurs, c'est carrément maladroit, ça va lui faire de la peine. Ben non, au contraire, en fait, ceux auxquels on n'a pas accès, on a envie de le savoir. Donc, moi, le fait que... Je sais pas si j'ai une vraie perception personnelle de la voûte céleste ou de la mer. J'ai un peu une espèce d'imagination, mais c'est ridicule de dire est-ce que je peux imaginer avec mes sens à moi quelque chose qui est quand même majoritairement visuel. Ouais, mais en fait, c'est parce que je me dis, tu vois, l'océan, la voûte céleste, c'est des choses qu'on ne perçoit qu'avec la vue. Exactement. Et du coup, je me dis, comment est-ce que le cerveau se représente quelque chose qui ne peut être perçu que par un sens humain? Mais il se le représente pas. C'est-à-dire que pour moi, la mer... c'est une immense étendue que je peux pas mesurer. Alors je peux me représenter l'image de la forme des vagues, l'image de... Peut-être tu pars de la piscine, par exemple, tu as une piscine... Ouais, mais même si tu veux, je peux me faire une espèce de maquette d'une vague dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux imaginer des choses plus grandes, ou je peux... Ouais. Par contre, non, j'ai pas une vraie image d'à quoi ça ressemble. Par contre, si tu me demandes de te raconter la mer, je vais être capable de te raconter des histoires complètement folles, avec des couleurs, avec des machins. Pourquoi? Parce que j'ai énormément lu, parce que je me suis fait décrire des tableaux, parce que... Et en fait, ça c'est pour le coup très personnel. Moi j'ai cette espèce de curiosité insatiable pour les mots qu'on peut mettre sur quelque chose, même si je les comprends pas. Après, c'est parce que j'aime écrire aussi et que j'ai envie de partager quelque chose. Mais globalement, mon image de la voûte céleste, ça va être enfin moi en plus je vous dis que bon, je vois les couleurs, je vois la lumière et j'ai vu un tout petit peu les couleurs très contrastées. Moi, je vais imaginer quelque chose de très sombre avec plein de petits points lumineux. Ça va pas aller beaucoup plus loin, mais par contre
je vais être capable d'en parler parce que j'ai lu, parce que j'ai écouté, parce que je me suis fait décrire. Donc pour moi ça c'est très important d'apporter la dimension visuelle à l'enfant qui voit pas. Je parle toujours des enfants parce que les enfants ça va être les futurs adultes. Moi la plupart des choses alors aujourd'hui je continue à acquérir des informations évidemment, mais souvent la question c'est comment on va faire grandir cet enfant pour qu'il devienne un adulte accompli. Donc racontez tout à l'enfant. Ça, si vous avez l'air intéressé, ça va le rendre intéressant pour lui. Et oui, ça c'est le secret. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, hein, vouloir surprotéger l'enfant par peur qu'il souffre, etc. En fait, ça peut aussi avoir l'effet inverse, quoi. Parce que du coup, tu vois, ça sous-entend, voilà, ça crée des tabous, en fait. Genre, les couleurs, ça devient un sujet tabou, et en fait, on va relationner depuis un espace de peur. C'est ça. Et du coup, ça génère des tensions inutiles, alors qu'en fait, voilà. Alors moi, je vais vous raconter juste une petite anecdote d'un non-voyant, dont je vais pas citer le nom ni rien, parce que l'idée c'est d'afficher personne. Son frère voit, les parents sont plutôt, enfin surtout le père dans la culpabilité dans ce genre de choses. Et il y a pas longtemps, le père de ce garçon qui est un adulte aujourd'hui accompli me raconte que quand lui et son frère avaient entre 8 et 10 ans, ils les ont amenés sur un viaduc pour voir la vue. Et il me raconte cette anecdote que je trouve complètement folle. Il me dit, le petit, on va l'appeler Lucas, le petit non-voyant, Lucas s'est mis à pleurer parce qu'il pouvait pas voir. Et que son frère, il voyait tout et lui, il voyait pas et ça l'a fait pleurer. Moi, j'ai essayé de reprendre quand même cette histoire. Et je me suis dit, bon, quand on a 8 ans et qu'on va visiter un viaduc, des fois on pleure parce qu'on a envie de faire pipi. On pleure parce que ça nous saoule et qu'on préférerait jouer au Lego à la maison. Ah, ça c'est du vécu. On pleure parce que justement on aimerait bien qu'on nous raconte et que qu'on nous décrive ce qu'on voit et que au lieu de ça, personne nous dit rien et les gens sont en mode le pauvre il peut pas voir. Il y a 1000 raisons de pleurer. J'ai du mal à penser que l'enfant spontanément il s'est dit moi je peux pas voir et l'autre voit donc c'est trop triste. Ça c'est une projection d'adulte. Ah bah oui. C'est une projection d'adulte à 10 000%. L'adulte, si à ce moment-là, déjà il avait dit est-ce que tu veux aller faire pipi, on saurait peut-être régler la question. Non mais c'est vrai, des fois il faut arrêter. Le problème c'est qu'on a trop tendance à tout ramener au handicap. Et non, peut-être il voulait juste aller pisser le petit. Donc première chose, tu lui demandes s'il veut aller faire pipi, puis après tu dis on va te raconter tout ce qu'on voit. Moi, je peux vous garantir que le nombre de fois où j'ai fait des visites touristiques où je voyais que dalle et où mes parents m'ont raconté des tonnes de trucs. Alors, il y a des fois où j'avais envie d'aller jouer au Lego, où je faisais ma scène. Je disais, c'est quand qu'on rentre. Mais combien d'enfants voyants l'ont déjà fait, voilà. Et puis, il y a des fois où, en fait, j'étais passionnée et j'avais juste envie qu'on me raconte. Donc, en fait, voilà. Les propres projections, souvent, sont terribles, en fait. Et ça marche aussi entre adultes, ça, je peux vous en parler, Des gens qui viennent me voir en me disant, ça doit être terrible ce que vous vivez. Oh là là. Moi j'ai toujours un souvenir, j'étais avec mes meilleurs amis, on était dans le train et on devait faire chier tout le monde parce qu'on riait comme des baleines, je sais plus à cause de quoi, on riait, on s'en sortait plus. Et là il y a un monsieur, il s'approche de moi, il me fait ça doit être terrible quand même. Je lui dis de quoi vous parlez? Vous voyez pas, ça doit être tellement dur. Je dis qu'est-ce que je suis en train de faire là? Parce que j'étais un peu, je dis vous rigolez. Et je lui dis, du coup, j'ai l'air malheureuse. Il me fait, non, mais quand même, ça doit être terrible. Voilà, bon, ce monsieur, je lui ai pas fait changer d'avis, C'est dommage, c'est triste. Mais ce que je veux dire, c'est que, on a trop tendance à projeter, en fait, simplement commencer par prendre la personne pour une personne et à lui poser des questions. Vous allez vite voir qu'en fait, les projections, elles tombent à l'eau. Alors, c'est marrant parce que j'ai écrit une question, mais en fait, j'ai envie de la poser autrement. La question qui est écrite sur mon téléphone, c'est quelle est la question qu'on te pose le plus souvent et qui vous agace? Mais en fait, je crois que toi, c'est plutôt l'inverse, c'est quand on te pose pas de questions que ça t'agace. Exactement. Vraiment, mais alors ça m'agace. Je comprends aussi, la peur d'être maladroit, la peur de mal faire. Mais en fait, généralement, ce qui est vraiment embarrassant, c'est le silence. Les gens qui se poussent, on sent qu'il y a un truc. Non, mais venez nous parler les mecs, c'est pas grave. Oui, des questions hyper maladroites, j'en ai eu des tonnes. Mais en fait, souvent, je m'en fiche. Alors, bon,
la question et ce soir vous rentrez au centre, oui, elle m'agace un peu. Mais Au centre. ah ouais, je te jure. Les gens ils s'imaginent que je vis dans un centre pour handicapés. Et c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, hein. C'est pas un truc isolé. La personne dit mais du coup ce soir vous rentrez au centre. Au centre de quoi? Et ouais, ça des fois c'est un peu. Ouais, alors pour le coup c'est pareil, c'est plutôt maladroit, c'est de l'ignorance pure. Ah, pour l'amour propre, c'est pas hyper bon quand même. Bon, faut dire la vérité. Ouais, il y a vraiment cette climat. Mais encore une fois, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est parce que des fois, vu qu'on n'est pas confronté au quotidien et à la réalité du handicap, etc., en fait, on en a une image complètement fantasmée et complètement... Bien sûr. Mais c'est pour ça, j'ai l'air un peu de me moquer. Et des fois, oui, je me moque un peu. Mais c'est jamais méchant, parce que moi, les gens, ma priorité, c'est toujours de leur expliquer. Donc là, avec toi... Je me moque un petit peu parce que des fois les gens, au fond de moi ça m'agace, c'est vrai des fois, mais j'essaie toujours de partir du principe que les gens ne savent pas et qu'à la limite au moins ceux qui me disent des trucs complètement aberrants, c'est des gens qui essayent de savoir. Bon. Ouais, c'est clair. Comme on disait tout à l'heure, on prenait l'exemple d'un enfant innocent, voilà, il a 3 ans, il dit pourquoi il est noir le monsieur, etc. En fait c'est juste, il est juste curieux, il veut juste comprendre. Il y a aucune mauvaise intention. Il y a aucune mauvaise intention. Moi j'adore quand les enfants posent des questions. Et comme je te disais, je supporte pas quand les mères font chut. Ah non, mais pas chute, surtout pas chute. Mais voilà, après, quand je peux, des fois, je m'incruste dans leur petit échange et j'explique. Et en fait, souvent, après, les mamans sont plutôt contentes parce qu'elles voient que le gamin, ça les intéresse. Et entre nous, les enfants écoutent énormément plus que les adultes. C'est un fait. Ils sont beaucoup plus attentifs et ils retiennent. Les adultes, souvent, ils ont déjà leur idée et c'est dur de leur faire changer. Pour ça, j'aime bien parler aux enfants. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes sur les non-voyants que tu avais envie de déconstruire? Je sais pas. On en a déconstruit pas mal. Je vis pas en centre, je cuisine, je me maquille. Et c'est déjà pas mal. Il y a des stéréotypes sympathiques sur les chiens guides, par exemple. Non, le chien guide ne voit pas la couleur du feu. C'est nous qui lui disons quand c'est qu'il peut y aller ou pas. Non, le chien guide n'est pas un GPS. C'est nous qui lui disons quand il faut aller à droite ou à gauche. Et du coup, c'est quoi sa fonction, le chien guide d'aveugle? Eh ben, c'est la fonction d'une canne blanche, mais en plus, parce que en plus, il y a le côté câlin, le côté jeu et le côté affection à 10 000. Mais sans parler de ça, parce que c'est le côté chien, hein. Sans parler de ça, le chien guide, il nous évite les obstacles. Il nous indique les marches. Il a des petites fonctions quand même supplémentaires, hein. Il est pas mal, hein. Il nous indique, il est capable de trouver des bancs. Il est capable de trouver une porte, il est capable de retenir un trajet et de le refaire. Ça, c'est assez confort. Pour être tout à fait franche, il m'est arrivé... Alors attention, les profs de locaux, s'il vous plaît, n'écoutez pas, ou alors ne criez pas. Il m'est arrivé d'avoir un peu trop bu et de laisser ma chienne me piloter en pilote automatique jusqu'à la maison. Elle fait ça très bien, aucun problème. Mais en vrai... En théorie, même avec un chien guide, on doit être tout le temps en vigilance. Le chien, c'est juste un guide. Il nous évite les obstacles, voilà. C'est vrai que quand il connaît un trajet, c'est pratique parce qu'on n'a pas du tout à s'en préoccuper, sauf qu'en fait, si tu t'en préoccupes pas du tout et qu'un truc distrait le chien, pour autant, tu peux te retrouver pas où tu veux. Et le chien guide, entre guillemets, son défaut, c'est qu'on n'a plus de contact direct avec l'environnement. Moi, le tout début avec ma chienne, ça a duré quelques minutes, mais mon angoisse, c'était... Mais moi, je peux plus vérifier avec ma canne où je suis. Est-ce qu'il y a une porte? Est-ce qu'il y a un escalier? Et c'est un peu angoissant. Il y a des gens qui peuvent pas, d'ailleurs. Oui, alors tu dois faire confiance au chien plutôt que de faire confiance à l'extension de ton bras. C'est ça. Et mais après, ça marche très bien parce que donc le chien, lui, il a appris à éviter les obstacles de manière à ce que et lui et toi passiez à côté. Le chien est capable de détecter les obstacles en hauteur. La canne blanche sait pas le faire. C'est vachement pratique. Et puis, par exemple, le chien, des petits trucs... notamment, par exemple, si on a une boutique à laquelle on va régulièrement, moi, il y a des endroits à la Cannes, j'y vais souvent, sauf qu'en fait, c'est une rue avec des tas de boutiques, et je me galère toujours à trouver la bonne porte.
Le chien, s'il connaît l'endroit et qu'il l'aime bien, parce qu'ils ont quand même leur petit caractère aussi. Ma chienne, il y a des endroits qu'elle adorait, d'autres elle voulait pas y aller. Moi, je me suis pourquoi. Et ben il va nous le retrouver direct. Et c'est des petits gains de temps comme ça, c'est très sympa. Le chien, on va sentir dans ses pattes si le sol monte, si le sol descend, si le chien s'arrête en posant ses pattes sur la marche supérieure parce qu'il y a un début d'escalier, on va le sentir parce que nous dans le harnais, en fait le harnais c'est un truc rigide et on sent le mouvement du chien. Donc on va le sentir. Le chien, par exemple, si on est sur un endroit, un espace, typiquement le chien marche droit, un espace ouvert, on se régale. Le chien, il nous fait une traversée de la place de la Comédie impeccable. Voilà, ça sans dévier de sa trajectoire. Le chien, si on est quelque part et qu'on cherche l'entrée d'un métro et qu'il la voit, évidemment, hein, parce que si on lui demande un truc qu'il voit pas, ça m'est déjà arrivé à ma chienne, je sais pas où je croyais, je lui ai demandé de me chercher le métro à Paris, la pauvre, elle était très malheureuse, après elle me montrait tout, me montrait les bancs, les passages piétons, j'ai dit, il faut que je lui trouve un truc à cette pauvre fille, quand même. Et ça, elle était très première de la classe, ma chienne. Mais voilà, le chien est capable de trouver un métro, bon, il sait pas si c'est un métro, mais il sait que c'est un escalier qui descend, ainsi de suite. Donc non, le chien ne reconnaît pas les feux, mais ça, de toute façon, à la canne, c'est la même chose. Donc c'est à nous de lui dire, c'est à nous de connaître nos trajets et de dire au chien où est-ce qu'on va. Il peut pas le deviner tout seul. Et voilà. Par contre, ouais, mais ouais, il y a beaucoup de clichés sur les chiens qui me font souvent sourire. Mais par contre, c'est un vrai bonheur, hein, c'est beaucoup de joie d'avoir. Ouais, les chiens, c'est génial. Voilà, si on aime les chiens. Alors moi, j'étais pas du tout chien, j'avais même peur des chiens avant de faire ma demande. Ça fait partie de ma demande. J'aurais dit, je sais pas, ça va peut-être pas marcher, mais je voudrais en même temps que peut-être ce soit un moyen de me guérir un peu de ça, et ça a très bien marché. Cool. Aujourd'hui, je croise un chien, fait ni chaud ni froid. Tout à l'heure, du coup, on a parlé un peu de la question de l'inclusion, etc. On parlait un peu de ton travail, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Tu disais que tu avais un point de vue un peu controversé sur justement cette question de l'adaptation dans les deux sens, des allocations, etc. Alors, je vais parler si tu veux bien, du milieu scolaire, parce que je trouve que ça explique bien la problématique. Elle se pose ailleurs, mais voilà. Donc, après mon primaire, moi, je suis allée faire un collège dans une école spécialisée, donc où il y avait que des non-voyants, et je suis repartie, à l'époque on appelait ça en intégration, au lycée, donc dans un lycée ordinaire, où j'avais un suivi derrière, qui était un suivi où à l'époque, il y avait pas beaucoup moins de numérique que maintenant, donc il me transcrivait les documents en braille, le début du numérique, donc parfois me passer des documents sur disquette, hein, à l'époque. Non, il faut comprendre que j'ai vécu ça. Hein. Mais voilà, et donc j'avais ce service-là, mais moi j'étais en toute autonomie au lycée. Voilà. Aujourd'hui, comment se passe l'inclusion scolaire ? L'inclusion scolaire, c'est un enfant non-voyant, on lui colle ce qu'on appelle une AESH, qui est donc une assistante éducative et scolaire, qui va en gros pouvoir aider l'enfant à faire tout ce qui lui est pas directement accessible. Par exemple, si l'instit dessine un truc au tableau, l'AESH va pouvoir le redessiner en relief pour que l'enfant y ait accès. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, l'utilisation des AESH après est très très variable en fonction de l'enfant, de l'AESH, de comment elle a été formée, voilà. Arrive à des cas quand même où c'est elle qui prend les notes. Pourquoi ? Je pose la question. Soi-disant, les AESH sont censés accompagner vers l'autonomie, mais on voit des enfants en terminale qui ne sont plus des enfants, qui ont encore leur AESH sur tout le temps scolaire. Ma question, c'est qu'en est-il quand ils arrivent dans les études supérieures ? Bon, ça c'est ma première question, mais j'en ai 1000 autres que je vais énoncer rapidement. Si, parce que ça pose beaucoup de questions. Qu'en est-il du rapport entre le prof ou l'instit et l'enfant ? Il est totalement court-circuité, et très souvent, c'est pas le rôle initial, mais très souvent, les profs se reposent sur ces AESH, parce qu'il faut bien comprendre qu'avec l'inclusion, le prof, il a dans sa classe 2 TDAH, un autiste, un non-voyant, et bon, il va falloir quand même un peu il peut pas tout gérer. Ça arrivait beaucoup moins à l'époque, parce que déjà, il y avait moins de diagnostic et il y avait moins d'inclusion. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut mettre chacun dans son petit établissement spécialisé ? C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une problématique. Là, moi, je vous raconte quand même le quotidien d'un enfant. Le quotidien d'un enfant, c'est que comme il est en inclusion, il n'y a plus d'établissement spécialisé. Ce qui fait qu'il se tape toutes
les heures de scolarité classique, et quand il sort, il va encore falloir qu'il aille apprendre le braille, aller chez l'ergo, apprendre la locomotion, enfin, tout ça en dehors de ses heures de cours. Je peux juste faire une parenthèse. Bien sûr. En fait, moi, j'ai longtemps pensé que cette logique-là était une logique de gauche, que l'inclusion, c'était une manière de vouloir que tout le monde puisse avoir une égalité des chances et être ensemble, et du coup ne pas être dans une forme de ségrégation entre les personnes handicapées et les personnes valides, etc. J'avais une vision un peu naïve et optimiste comme ça. Et en fait, j'en ai discuté avec des profs, et depuis, j'ai compris qu'en fait, c'était beaucoup plus cynique que ça, c'est qu'en fait, les IME, ça coûte beaucoup plus cher. Exactement. Et qu'en fait, foutre les gamins qui ont des besoins spécifiques ou handicapés dans l'école ordinaire, en fait, c'est pour ne pas avoir à payer tous les soignants des IME, et en fait, c'est faire des économies, en fait. Sauf que le besoin de l'enfant, il est très peu calculé. Et alors, donc j'ai parlé de ces problématiques. Ils ont des journées de malades, ils ont des semaines de fous, les enfants handicapés. Hein. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Alors que quand vous êtes dans une école spécialisée, ben qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai donc fait mon collège comme ça. Ben, vos cours, déjà, ils sont directement en braille. Vous n'avez pas besoin d'avoir et l'apprentissage des cours et l'apprentissage du braille qui va avec. Alors, par exemple, vous prenez une langue étrangère qui a des symboles différents. Même sans parler du... Alors, je n'ai pas trop pratiqué les langues, par exemple en idéogramme ou quoi, mais ne serait-ce qu'en espagnol, on a des lettres accentuées qui n'existent pas en français, et on a un N tilde. C'est pas grand-chose, hein. On a un point d'interrogation, un point d'exclamation inversé aussi. Bon, et ben ça, quand vous avez une prof d'espagnol qui est aussi une prof qui maîtrise le braille, et ben vous apprenez tout en même temps pendant votre cours. Le soir, vous allez faire comme tous les autres, vous faites vos devoirs et puis vous vous amusez. Alors qu'en inclusion, vous allez suivre le cours avec les autres en n'ayant pas toutes les infos, et ensuite, vous allez avoir une personne qui va vous prendre à part en dehors des cours pour vous donner le reste des infos. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je vous parle pas de tout ce qui est l'apprentissage de l'informatique, l'apprentissage des mathématiques braille, l'apprentissage... Voilà. Et donc, ça, c'est déjà, pour moi, une problématique. C'est-à-dire que c'est des élèves qui sont déjà en difficulté, pour qui suivre les cours demande déjà plus d'efforts, plus de concentration. C'est une plus grande fatigabilité. Et en plus, vous leur rajoutez des tas... Est-ce que ça, c'est inclusif? Voilà. Bon, ça, maintenant, je vais évoquer 2 derniers points, parce que notamment, tu m'as posé une question à laquelle j'ai pas bien répondu tout à l'heure, et ça va rejoindre mon dernier point. Alors, avant-dernier point. L'inclusion, soi-disant, c'est permettre à l'enfant d'être comme tous les enfants, de pouvoir se retrouver avec les autres enfants. À votre avis, qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui est au quotidien, 24/24, avec une AESH? Alors évidemment, elle n'est pas censée être avec lui dans la cour de récréation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pour tous les autres élèves, l'enfant, il a besoin d'être accompagné avec une, entre guillemets, maman, en permanence. Est-ce que c'est l'enfant avec qui vous allez aller jouer? Non. Certainement pas. Là, je parle encore du primaire. Et encore au primaire, ça se passe pas trop mal. C'est le pire, c'est après. C'est au collège, lycée. Mais quand vous êtes au collège, lycée, et que vous voyez que le gamin en cours, il est perpétuellement avec un adulte, c'est certainement pas l'ado avec lequel vous allez passer votre temps. Vous vous dites, celui-là, il est complètement assisté. Non, moi, je veux pas ça comme pote. Et vous avez raison, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est une problématique, c'est excluant. C'est l'inverse de l'inclusion, c'est excluant. C'est excluant parce que du coup, vous n'êtes plus en contact direct avec votre prof, vous n'êtes plus en contact direct avec vos camarades. Moi, au lycée, qu'est-ce qui se passait parfois? Moi, j'ai ce souvenir notamment que mon prof de physique, en première, parce que moi j'ai fait première terminale S, bon aujourd'hui ça n'existe plus comme ça, mais c'était scientifique, et je me rappelle notamment quand je sais plus, en chimie ou en physique, il faisait des trucs au tableau. Moi, j'avais une copine qui m'avait dit, mais attends, comment tu vas faire pour les schémas? Je lui dis, je les aurai après, parce que des fois, je les avais pas sur le cours même, et je les récupérais après. Il me dit, mais moi, je peux pas te les faire en relief. C'était une super bonne copine, on passait beaucoup de temps ensemble, on rigolait beaucoup. Je dis, si, ce serait possible. Donc, je lui avais apporté, ça s'appelle une planche d'ICM, c'est une sorte de planche en caoutchouc sur laquelle on met une feuille, et avec un poinçon, en fait, quand on trace sur cette feuille, qu'une feuille plastifiée fine, ça fait le dessin en relief. Et en fait, elle, rapidement, elle notait sur son propre cahier, puis elle me faisait le dessin. Vous allez me dire, c'est pas à elle de le faire. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand les élèves vous donnent un coup de main, vous êtes inclus parmi eux. Le vrai problème, c'est que quand on est non-voyant, on n'a pas le regard. On capte pas les autres. Les autres pensent qu'on est bizarre, on est à la canne, on les regarde pas, on n'arrive pas à s'inclure dans les groupes. Donc en fait, ils nous parlent pas. Ce qui fait normalement qu'on se parle, c'est que hop, il y a un échange de regards, on repère, tiens, toi aussi t'as ces chaussures-là. C'est ça qui crée au départ une relation. Après, la relation devient beaucoup plus profonde. Là, on n'a pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas ça? Si il y a rien qui permet aux élèves d'entrer en interaction,
On se retrouve tout le temps isolé, tout seul. Et qu'est-ce qui va permettre aux non-voyants d'entrer en interaction? La première fois, ça va être quelqu'un qui va dire, attends, je vais t'aider à trouver une place dans la salle de classe. Et puis en fait, à ce moment-là, vous discutez, ah, toi aussi t'aimes bien Harry Potter? Ah ouais, c'est incroyable. Et on devient amis. Nous, ça va passer par d'autres biais que le regard et que l'apparence première. Et si on nous enlève ce biais parce qu'il y a quelqu'un qui est systématiquement là pour nous aider, il y a plus moyen de rentrer en interaction avec les autres. Et donc, encore une fois, c'est extrêmement excluant. Moi, mes copines de lycée, la plupart, ça a démarré par tiens, je te donne un coup de main, et en fait, on s'est mis à parler, on s'est trop bien entendu, on est devenus copines. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et moi, c'est un des trucs que je trouve très inquiétant. Et pour en avoir parlé avec des professionnels du handicap qui travaillent avec les enfants, l'avis global est de mon côté. Dernier point, et j'arrête de bavasser, dernier point, c'est le fait que les enfants non-voyants aujourd'hui ne côtoient plus ou très peu d'enfants non-voyants. Alors autant je suis absolument contre le fait de rester en communauté, ça n'a aucun sens et c'est pas du tout bon pour... Voilà. Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait mes 4 ans de collège avec des enfants non-voyants, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas la seule, d'échanger des astuces, de pouvoir se confier sur des choses profondes, des angoisses qu'on a et aucun voyant, adulte ou enfant, ne comprendra. On a beau être les meilleurs amis du monde, moi j'ai des amis voyants formidables, je sais que sur certains points, on n'arrivera jamais 100% à se comprendre. C'est pas grave, on s'adore, on donnerait tout l'un pour l'autre, mais on se comprendra jamais à 100%. Et d'avoir à un moment donné des amis, des gens avec qui on peut avoir cet échange, parce qu'il y a une connaissance commune de la problématique, c'est extrêmement important. Et moi je sais que ça m'a beaucoup porté de pouvoir aussi avoir des amis non-voyants, d'avoir les deux. C'est un équilibre. Alors c'est quoi la solution? C'est que de l'établissement spécialisé? C'est que de l'inclusion? Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un combo. Sauf qu'un combo, ça coûte trop cher. Et puis en plus, ça veut dire faire du cas par cas. Ça veut dire tel élève, il est plus à l'aise en inclusion, on le laisse en inclusion. Tel élève, il est plus à l'aise en établissement spécialisé, on le met en établissement spécialisé. Et donc, le cas par cas, ça perd du temps. Ça perd du temps, ça perd de l'argent. Mais le problème, c'est que ça. Croyez pas que c'est une histoire de bien-être de la personne, ça se saurait, donc voilà. Oui, c'est ça qui est terrible, en fait, c'est ça qui m'agace, c'est que les choix qui sont faits, les politiques qui sont menées, visent pas à maximiser le bien-être des enfants, mais visent à maximiser le fait que ça coûte le moins cher possible. C'est souvent ça, Alors, il y a aussi une forme de politique globale de la bien-pensance qui varie d'un côté à l'autre, c'est vrai quand même, mais... Oui, tu veux dire qu'il y a aussi une intention de bien faire? Bien sûr, qui politiquement évolue. L'intention de bien faire aujourd'hui, elle va du côté de il faut que tous les enfants soient ensemble. Mais cette intention de bien faire, souvent, elle n'est menée que par des gens qui en fait ne connaissent pas le handicap. Ouais, en fait, il suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour avoir des méthodes qui respectent cette intention et qui vont dans la même direction, quoi. Et c'est vrai même pour les particuliers, c'est pas parce que vous avez envie de bien faire que vous allez bien faire. Si vous attrapez un non-voyant dans la rue par le bras et vous le traînez vers là où vous croyez qu'il veut aller, sans lui demander son avis, vous risquez de le désorienter, de le perdre, il va plus savoir où il est, vous ne lui avez pas rendu service. Et si jamais on vous le dit, vous allez le prendre mal. Moi, je parle d'expérience. Non, maman, moi j'ai voulu aider, si c'est comme ça, j'aiderai plus jamais. Mais non, mais votre volonté d'aider, elle est très jolie. Merci beaucoup. Merci, sincèrement. Par contre, demandez-nous de quoi on a besoin. Demandez-nous à nous. Ouais. Il y a une différence entre vouloir aider l'autre pour se sentir être quelqu'un de bien qui aide les autres. C'est ça. Ou vouloir aider l'autre pour que l'autre soit aidé. Exactement. Et effectivement, la deuxième option implique d'écouter l'autre et de s'intéresser aux besoins réels de la personne plutôt que de répondre aux besoins qu'on projette sur l'autre qui sont pas forcément les réalités de ces besoins. Complètement. Et moi, je reconnais que autant j'ai énormément d'attendrissement et face à la maladresse, par contre, la conviction de savoir ce qui est bon pour l'autre sans se préoccuper de savoir si on a raison ou pas, j'ai peu d'aménité pour ça, pour être honnête. Oui, c'est de la projection. C'est de la projection et souvent c'est en fait extrêmement égoïste. Oui, parce qu'en fait on le fait pour se sentir être la bonne personne. C'est ça. C'est tout le problème que j'ai avec la phrase... tu vois, c'est ce de programme qui dit ne faites pas autre chose qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, machin. Ouais. Moi maintenant je lui dis tout souvent, en fait,
faites à autrui ce que autrui voudrait que vous lui fassiez. C'est ça. Donc, communiquez, en fait. Mais communiquer, mais des fois ça prend 3 secondes, c'est demander. Nous, on vous dira, il n'y a pas de problème. Et puis, ne prenez pas mal un refus. Si une personne, elle vous dit, j'ai pas besoin d'aide, c'est pas parce que elle a pas envie de vous parler, c'est juste qu'elle a pas besoin d'aide, en fait. Parmi les différents aménagements, les aides de l'État, les choses comme ça, c'est quoi qui t'aide le plus, qui fait le plus la différence pour toi? L'État, il fait ce qu'il peut. L'État, il fait ce qu'il peut, mais il donne beaucoup d'argent, il a pas beaucoup d'argent, et il donne de l'argent sans se demander si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, j'aimerais mieux qu'il y ait beaucoup plus de postes adaptés, plutôt qu'on me verse de l'argent à ne rien faire. J'ai l'impression, du coup, d'être très négatif par rapport à ta question qui me demande une réponse positive. Mais... Ah oui. Moi, tu vois, par exemple, la hache, je pense que tu es en connaissance de ce genre-là. Je sais pas, mais je me dis qu'à la base, symboliquement, la fonction de la hache, c'est une sorte de compensation d'une injustice qui est, là, il y a un handicap, et donc du coup, on donne une compensation parce que ce handicap empêche de faire certains postes, etc. C'est ça. Mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est, mais moi, je n'ai rien à... Enfin, c'est pas vraiment, j'en ai rien à foutre, mais... Non, c'est pas ça. Moi, c'est très bien, parce que j'en ai besoin si jamais je trouve pas de boulot, ce qui est souvent le cas actuellement, je trouve pas de boulot. Ouais. Mais moi, j'aimerais mieux, justement, qu'on crée des boulots qui permettent de me payer à faire quelque chose. Ouais, un truc, d'être inclus et inséré dans une dynamique où tu peux produire de la valeur, où tu peux contribuer. En réalité, honnêtement, pratiquement toutes les personnes porteuses de handicap, je m'éloigne du handicap visuel pour parler de tout le handicap, je pense qu'à peu près n'importe qui peut être porteur de valeur. Mais vraiment, parce que porteur de valeur, ça peut être très varié. Excusez-moi, mais quelqu'un qui écrit un livre, moi je connais une nana qui est non-voyante, qui est autiste, qui est très en difficulté dans plein de choses, elle passe ses journées à écrire. Pour moi, mais elle est ultra riche. Elle enrichit le monde, cette personne. Et en fait, plutôt que de dire, bon, ben, toi, tu restes chez toi, on te verse une allocation parce que tu peux pas travailler, mais valoriser son emploi, bon sang. Voilà. Bon, moi, c'est ça qui me gêne. C'est que plutôt que d'essayer de faire du cas par cas et de dire, toi, tu es tétraplégique. Par contre, tu as une capacité à, je ne sais pas, moi, à créer, justement, du contenu, je sais pas, du contenu multimédia ou j'en sais rien. Mais valoriser ce que les gens peuvent faire, en fait, plutôt que de dire tu peux rien faire. Moi, je vais vous dire ce qui me choque particulièrement. Je travaille à la MDPH, donc maintenant j'en connais très 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 bien les rouages. Si, en fait, je fais partie des commissions, des droits et de l'autonomie, donc les commissions qui attribuent les droits aux usagers. Et en fait, un truc qui me gêne, c'est que quand vous avez un handicap visuel, pour revenir vraiment à ce que je connais le mieux, à 80% ou plus, ce qui est mon cas, aujourd'hui, s'il n'y a pas de perspective d'évolution de votre pathologie, à l'âge de 20 ans, on vous colle l'âge sans limitation de durée, c'est-à-dire à vie. Et attention, vu que vous êtes à 80% et que donc du coup on considère que vous avez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, à ce moment-là, on ne vous propose même pas d'orientation vers le marché du travail, ce qui est systématiquement proposé à quelqu'un qui est entre 50 et 79% et qui fait une demande d'AH. On va l'accorder ou la refuser selon la situation et le fait que la personne a des capacités. Par contre, généralement, si on lui accorde, on va lui proposer une réorientation, des programmes de réorientation pour qu'elle puisse retrouver un emploi. Et ben à 80%, vous avez 20 ans, vous sortez de vos études, même pas tout à fait, vous avez à peine commencé, vous sortez du bac, et on vous dit, aujourd'hui, jusqu'à la fin de votre vie, vous ne pourrez pas travailler, donc on vous propose même pas de vous orienter vers le travail. On vous paye une allocation parce que c'est trop compliqué de vous faire bosser. Et avant, c'était pour 5 ans, pour 10 ans. Alors, c'est très très bien, et sans déterminer, sans limitation de durée. C'est très très bien parce que ça permet de pas refaire ces dossiers qui sont extrêmement pénibles, particulièrement quand on n'y voit pas, étant donné que pour l'instant on peut toujours pas les faire en ligne, voilà, le message est passé. Mais c'est vrai que ça nous enlève une épine du pied, mais à côté de ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous transmettez comme message? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça envoie symboliquement? Ça sous-entend, on considère que vous ne pourrez jamais apporter de valeur à la société, et du coup, vous êtes quelqu'un qu'on va aider financièrement pour pas que vous mouriez, on va vous donner de quoi survivre, de quoi payer un loyer, etc., de quoi manger,
mais en fait on considère que vous allez jamais pouvoir apporter de la valeur. C'est un peu C'est complètement ça. À l'heure actuelle, si vous êtes non-voyant, c'est à la limite, il faut aller contre le système et ce que le système vous propose, si vous voulez bosser, si vous voulez... voilà. Alors, j'exagère un peu, parce qu'il y a aussi des super soutiens pour l'accès à l'emploi. Typiquement, on a la GFIP qui va financer des adaptations de postes, mais il faut quand même avoir sacrément envie de se bouger le popotin, parce que clairement, on vous dit dès le départ, c'est bon, toi, tu vas pas pouvoir. En fait, on pense le travail, les postes pour, entre guillemets, la majorité de la population, et en fait, on se pose pas forcément la question de qu'est-ce qui permettrait de rendre possible à d'autres gens. Tout en demandant aux entreprises d'employer 6% de personnes handicapées. Ouais. C'est note le paradoxe, quand même. Oui, en fait, on taxe les entreprises, mais on leur donne pas forcément les moyens de le faire vraiment, ce qui fait qu'après, du coup, payer la taxe. Du coup, c'est bien, ça fait de l'argent. Ouais. Comme on y revient, hein. Donc, donc voilà. Oui, en fait, c'est encore une fois, on réfléchit en termes financiers, mais pas en termes de résolution de problèmes. Parce que très souvent, les entreprises, sur certains postes, tout simplement ne trouvent pas de personnes avec handicap et avec les qualifications requises. Parce que ces personnes n'ont pas été forcément encouragées à pouvoir poursuivre des études, à pouvoir... Voilà. Et ça questionne aussi. Ça veut pas dire que les personnes handicapées sont débiles. Ça veut juste dire que souvent, on leur a pas donné les moyens. Et en plus, on leur a donné une alloc en leur disant « Toi, tu restes bien chez toi, s'il te plaît. » Je crois qu'effectivement, il doit y avoir un peu ce cliché qui est... Les personnes qui ont des déficiences sensorielles ou autres, en fait, du coup, ils vont être moins stimulés que les autres enfants, donc ils vont être un peu cons, en fait. Puis alors, le cliché, souvent, les gens qui nous parlent lentement et un peu fort, moi, j'y vois pas, c'est tout, hein. Je déteste ça. C'est pénible, hein. Ouais. C'est une forme d'infantilisation bienveillante, mais qui est un peu désagréable, quoi. Moi, j'ai une maman qui est très malentendante, donc pour dire que enfin, voilà, on est dans... Et elle, alors moi, je supporte pas quand les gens lui parlent comme à une débile. Et c'est très souvent, c'est-à-dire les personnes confondent, elle entend pas et elle comprend pas. Oui, genre tu veux le bleu ou tu veux le jaune? Mais incroyable, moi la boulangerie, honnêtement j'ai pas voulu mettre ma mère mal à l'aise, mais je me la serais faite, hein, la boulangère. Ouais. Mais du coup pareil, ça montre qu'il y a une posture un peu de paternaliste ou infantilisante qui est bienveillante, mais qui en fait fait partie du problème, parce que ça met l'autre dans la cave de voilà, tu es pas comme moi, tu es quelqu'un dont je dois prendre soin. Et puis c'est une posture qui part d'une méconnaissance, la méconnaissance c'est pas grave, mais le problème c'est une posture qui part d'une méconnaissance qui refuse de se corriger. Moi c'est ça qui me dérange. Parce que moi que les gens sachent pas, il y a aucun problème. Je viens leur expliquer ce que je peux, voilà. Mais que les gens ne sachent pas et ne veuillent pas apprendre, et c'est souvent le cas, c'est ça qui est gênant. Est-ce qu'il y a des conseils que tu auras envie de donner à quelqu'un qui, entre guillemets, qui serait devenu non-voyant, un truc comme ça? C'est quoi les réflexes ou les trucs importants Alors, c'est difficile parce que c'est vrai que chaque parcours est différent. Ouais. Je sais que c'est dur, mais en fait, plus tôt vous apprendrez des outils, des techniques, et plus vite vous arriverez à retrouver une estime de vous-même, et à repartir en fait dans la vie. La difficulté, c'est cette impression qu'on a tout perdu, qu'on peut plus rien faire. Et souvent, en fait, on n'a pas envie d'aller dans ces centres de rééducation, dans tout ça, parce que ça renvoie au fait qu'on devient assisté. Sauf qu'en fait, quand on récupère après des clés, ça va quand même beaucoup mieux parce qu'on peut reprendre sa vie en main. Alors après, il y a une problématique aussi. Ça, ça fait partie peut-être des choses auxquelles je vais essayer de penser pour la suite, mais souvent ces centres de rééducation donc ils sont faits pour les personnes qui perdent la vue tardivement, et donc ils vont leur apprendre à cuisiner, à faire leur lacet, enfin je caricature, mais c'est vraiment ça, des fois c'est tout réapprendre. Ces centres-là, souvent il y a une posture des soignants et des professionnels qui est franchement extrêmement préjudiciable. C'est une posture justement extrêmement paternaliste, extrêmement... Vous avez des adultes qui ont votre niveau intellectuel, qui peut-être faisaient des trucs dont vous auriez jamais rêvé juste avant, et vous leur parlez comme à des gosses. Alors, on va apprendre à mettre ses chaussures. Non, vous allez leur parler comme des adultes, et ça, vraiment, ça ne fait que renforcer en fait l'angoisse des gens à aller dans ce genre d'endroit. Mais par contre, vraiment, allez-y, allez suivre une rééducation, apprenez tout ce que vous pouvez apprendre.
Le reste, il va venir. Vous allez retrouver de l'estime de vous-même et de la volonté d'avancer quand vous arriverez à voir que vous pouvez faire un tas de trucs. Ça fait plusieurs fois que tu parles de l'estime, du coup, tu dirais que c'est une étape, enfin, où tout le monde passe un peu par là, c'est une problématique autour de l'estime de soi, Dans la perte de la vue tardive, oui. C'est, je ne vaux plus rien. C'est vraiment, il y a cette impression-là. Je ne suis plus capable de rien, je ne vaux plus rien. Je pense que c'est un des plus gros mots, MAUX, de la perte de la vue. Mais c'est vrai aussi pour la perte de l'usage des jambes ou pour plein de choses. C'est, je n'ai plus de valeur, je ne suis plus rien. Et pour moi, le problème, c'est que ça sert à rien d'aller voir tous les psys du monde. La meilleure façon de travailler là-dessus, c'est de découvrir qu'on est capable d'un tas de trucs. Mais oui, ça va prendre du temps, on va pas vous mentir, mais croyez-moi, ça se fait. En fait, c'est un deuil, mais le deuil ne veut pas dire un renoncement à vivre, c'est plutôt Exactement. Apprendre à vivre autrement. Exactement. Alors, dernière petite question, et après on va pouvoir conclure. Est-ce que, du coup, t'aurais des conseils de lecture de podcasts, de choses sur le sujet, sur la question de la non-voyance qui paraissent intéressants, qui te t'ont plu, ou je sais pas. Est-ce que tu je suis une très mauvaise élève parce que je maîtrise pas du tout ni la littérature ni rien à ce sujet, mais rien. Et c'est comme ça me permet de te faire cette petite parenthèse, mais comme je te l'expliquais hors micro tout à l'heure, moi pendant très longtemps je me suis tenue très à distance du milieu du handicap visuel parce que je voulais avant tout être considérée. Donc moi, dans ma formation, je suis musicothérapeute et plus tardivement naturopathe spécialisée en cosmétique. Et en fait, moi, je voulais avant tout qu'on reconnaisse mes compétences de musicothérapeute. J'étais pas musicothérapeute pour aveugles ou musicothérapeute aveugle. J'étais musicothérapeute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été travailler en EHPAD, en psychiatrie, voilà, parce que moi, j'avais besoin. Et donc, je me suis tenue très, très, très éloignée de tout ce qui était associatif, de tout ce qui était tout le milieu de la non-voyance. Et puis aussi parce que, en fait, moi, les gens qui gravitent autour de moi, je veux que ce soit des gens que j'ai choisis pour leur qualité, pour qui ils sont, et pas que j'ai choisi parce qu'ils y voient pas. Ce qui est malheureusement énormément le cas, notamment dans le milieu associatif, où en fait on nous rassemble juste parce qu'on voit pas. C'est le seul point commun qu'on a. Et on est obligé d'être potes. Enfin, je caricature, mais voilà. Je ne suis pas trop à l'aise avec ça, et encore aujourd'hui, je le suis pas du tout. Ça se trouve, au sein de tous ces gens-là, il va y avoir une personne que je vais trouver géniale, avec qui je vais avoir passé du temps. Parce que alors moi, que mes amis voient ou voient pas, qui marche ou qui marche pas, on est strictement rien ciré. Par contre, je veux pas être obligée de côtoyer tous les autres alors qu'il y a que cette personne qui me plaît. Si cette personne me plaît, on va faire des trucs tous les deux. Voilà. Ou avec d'autres gens. Donc il y a un peu ce truc-là qui a fait que pendant très longtemps, je me suis vraiment tenue à l'écart. Et puis en prenant de l'âge, je me suis aussi rendu compte que mon expérience de personne non-voyante, c'était une énorme plus-value que j'avais à apporter au milieu du handicap. Aujourd'hui, ma position, c'est plus de m'adresser justement, exactement ce que je fais avec toi, de m'adresser aux personnes valides qui sont amenées de près ou de loin, que ce soit juste en marchant dans la rue ou dans leur milieu professionnel, à être en contact avec la non-voyance pour essayer de faire modifier la posture que les gens ils peuvent avoir. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est un peu mon combat qui se met à prendre de plus en plus de place par rapport à mon métier de base. C'est pas grave, c'est la vie et c'est très bien. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai jamais lu sur le handicap, j'ai jamais écouté sur le handicap, ça m'a jamais intéressé. Peu, en tout cas. Ok. Bon, c'est vachement intéressant, justement, que tu racontes le cheminement que t'as fait. J'ai vu quelques films comme ça. En fait, moi, j'ai jamais, même à l'école, j'ai jamais vu personne non-voyante. Ah oui? J'ai jamais vu d'élèves non-voyants, j'en ai jamais. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de faire des sensibilisations dans les écoles. Maintenant, presque partout. Du coup, je me sens très ignorant de ces sujets-là. Et dans les films, justement, des fois, on voit des personnes, non-voyantes. Je pense à le film Dragon Rouge. C'est comme ça. Et déjà, rien qu'en observant le personnage, comment il est mis en scène, c'est vachement intéressant de voir. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comparer un peu la mise en scène dans le cinéma et la réalité. Les films sont remplis de clichés, les films sont remplis de clichés. Alors Dragon Rouge, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Du coup, je me souviens pas exactement justement des possibles clichés qui pourraient m'énerver. Je suis sûre qu'il y en a, mais je m'en rappelle pas très bien. Je me rappelle mieux du bouquin que j'ai dû lire après, sûrement.
Mais par exemple, je pensais à cette série qui s'appelle Blanca, je crois. Est-ce que tu... J'ai pas vu, mais... C'est une nana qui est spécialiste du décryptage audio, qui est non-voyante, et qui se retrouve dans une équipe de police. Parce qu'évidemment, hein, souvent les séries françaises, là, on aime bien les séries policières un peu moisies, avec des équipes clichés, et, hein, voilà, on se comprend. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas une ou deux qui j'aime bien, ah, d'accord, mais globalement, c'est ça. Et donc l'idée maintenant, c'est d'avoir toujours son petit personnage original, hein, il faut qu'il soit autiste ou aveugle ou autre. Bon. Et au départ, l'idée était plutôt bonne, parce que souvent, l'aveugle dans les films, c'est soit le personnage ultra chelou auprès de qui on va venir demander un conseil ou un témoignage à un moment donné, mais qui vit un peu reculé, qui est un peu bizarre, qui est machin. C'est souvent des trucs comme ça. Ou alors c'est le personnage dont on va se baser sur il vient de perdre la vue, il y a des films comme ça, et petit à petit il va retrouver le goût de vivre, machin. Bon, c'est bien gentil tout ça, hein. Non mais c'est pas, je critique pas. Blanca, l'idée, je crois que c'est Blanca, hein, j'espère que c'est ça. L'idée c'est que ce soit un personnage qui est aveugle, ça c'est acté, et qui s'insère dans une histoire policière classique. L'idée est bonne. Maintenant, le problème c'est souvent rempli de clichés qui ne vont faire que renforcer les clichés déjà bien présents et pas toujours bons. Les clichés de oui, alors pendant tout le temps elle est non-voyante, tout va bien, et puis il y a un moment donné où tout d'un coup dans une course-poursuite elle va pouvoir limite faire comme tout le monde. Bon, ouais, les mecs, essayez de rester cohérents quand même. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Alors il y a un petit exemple, par exemple, moi ça m'a fait rire, c'est pas méchant, mais c'est un peu agaçant. À un moment donné, Blanca, elle arrive dans son nouveau bureau au commissariat, et donc elle veut décorer son bureau. Et comme tu as pu le remarquer, moi j'aime bien que les choses soient jolies, soient assorties, même si je les vois pas. Pour moi, c'est super important que les gens qui viennent ils voient que je me préoccupe de faire que les choses soient jolies. Bon, pour moi, c'est important, c'est peut-être aussi mon côté féminin, parce que par exemple, monsieur n'en a rien à cirer, globalement. Enfin, ça dépend pourquoi. Globalement, il est toujours bien habillé, mais voilà, il s'en fout un peu plus de la déco, de tout ça. Et ça, vous remarquerez que dans vos couples bienvoyants, c'est souvent le cas aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je trouve l'idée bonne de dire, ok, on montre que pour elle, c'est important de décorer tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle installe ses tableaux, et ils sont tous de travers. Ah. Et alors, moi, c'est mon père qui me décrit la scène, parce que moi, j'avais pas encore regardé la série à ce moment-là. Et il me dit, je pense à Franck c'est mon mari, il me dit qu'il prend son niveau, il a un niveau, vous savez, comme un niveau pour faire les travaux, tout ça, mais qui est sonore, avec des bips. Et il dit, je pense à Franck qui prend son niveau et qui passe 1 heure à vérifier les tableaux quand il les accroche et tout. Il me dit, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Et moi, ça m'a fait rire, parce que c'est exactement comme chez les voyants, en fait. Si ça nous importe, croyez-moi, on fera en sorte que ce soit bien fait. On trouvera une solution pour. Et donc le cliché de l'aveugle, il met des tableaux mais il les met tout de travers, j'ai trouvé que c'était pas génial en fait par rapport à ce que ça renvoyait. Oui, c'est comme s'il s'en foutait. Et en fait, bon, alors après, j'ai l'impression que le personnage est un peu comme ça, elle a tendance à être, elle se change, elle jette ses habits n'importe où, machin. Pourquoi pas? Mais le problème c'est que à force de trop mélanger les genres, on en perd un peu malgré tout, la plupart des non-voyants, soit ça va pas les intéresser de décorer, soit ils vont décorer en faisant gaffe. En fait, en gros, c'est ça. Donc, voilà. Le problème, c'est ça. Je trouve que c'est bien qu'on ait des représentations maintenant au cinéma un peu. Mais encore une fois, on n'est pas assez consulté, je trouve. C'est ça, il y a une différence entre faire des représentations en parlant de l'autre, l'altérité, l'alien entre guillemets, et faire des représentations à partir de l'expérience de gens concernés et en prenant en compte ça et leur regard et tout. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu as envie de partager, un truc qui te paraît important, un mot de la fin, ou est-ce que... Moi, mon mot de la fin, ce serait n'oubliez pas qu'avant tout, on est des personnes. Et ça, c'est vraiment important. On est des personnes, en fait, on tombe amoureux, on s'envoie en l'air, on bosse quand on peut, parce qu'encore une fois, on en a parlé de la difficulté, on a des loisirs, on a des passions, parfois c'est les mêmes que les vôtres, et avant tout, pensez qu'on est des gens.
Et après, préoccupez-vous du handicap, mais avant tout, on est des gens. Et notamment tout à l'heure, tu m'avais demandé un truc sur lequel je n'ai pas trop répondu, sur l'impact que le handicap avait sur mes relations avec les gens. Et quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, et j'en ai parlé un peu avec les enfants, les ados, mais c'est la même chose avec les adultes, c'est l'absence du regard. L'absence du regard, c'est beaucoup plus handicapant qu'à peu près tout le reste de ce qui peut l'être quand on voit pas. C'est beaucoup plus compliqué de pas voir le regard que de pas conduire une voiture. Vraiment. Pourquoi? Alors, je prends un exemple qui est celui de la séduction, mais c'est un exemple qui est vachement important. Moi, j'ai cette expérience que on rentre dans un bar avec un groupe de potes et que y a des gars qui commencent à s'approcher de notre table et tout. Ils parlent à tout le monde sauf à moi. Bon. Il peut un peu y avoir le truc, bon, j'ai pas envie de me taper l'aveugle. Ok. Mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça parce que souvent, si jamais, pour X ou Y raison, j'arrive à rentrer en contact avec la personne et qu'on commence à échanger tout ça, elle finit par avoir envie de se taper l'aveugle. Enfin, possiblement, c'est pas systématique. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que c'est l'amorce qui ne se fait pas. Parce que l'amorce, généralement, c'est pas direct. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Non, c'est rare qu'on fasse ça. Souvent, on se regarde. Et déjà, on voit si dans le regard, l'autre, il nous répond. Est-ce qu'il nous regarde? Est-ce qu'il répond aux signes? Voilà. Est-ce qu'il répond aux signes? Si on fait un regard un peu plus appuyé, est-ce qu'il va se mettre à reparler avec son pote pour bien nous faire comprendre qu'on en a rien à cirer? Ou est-ce qu'il va nous rendre le regard appuyé? Nous, on n'a pas tout ça. Et en fait, sans amorce, il y a pas de suite. Et le problème, c'est que donc c'est vrai dans les relations amoureuses, ou en tout cas les relations de séduction. C'est très compliqué. Mais ça va être vrai aussi dans les relations professionnelles. On passe pour la sociale du groupe. Alors, moi, j'ai connu les deux cas. J'ai connu l'équipe où, dès le départ, il y a eu des gens qui ont été très compréhensifs et en fait qui ont toujours été tout de suite été dans l'échange verbal et donc en fait ça a tout de suite débloqué. Puis alors, les collègues, quand ils se rendent compte que qu'il y a quelqu'un qui nous parle, ils se disent c'est qu'on peut lui parler. C'est un effet de boule de neige. Et après, voilà, moi, quand je travaillais en psychiatrie, j'ai eu une équipe formidable où vraiment avec voilà, des collègues qui sont devenus des amis aussi, avec qui je suis partie à Amsterdam, avec qui on a fait plein de choses. Voilà. Mais j'ai vécu le truc inverse où en fait personne me parlait, je savais pas comment rentrer en relation, et où, au bout de 3 mois. J'étais encore stagiaire à l'époque, au bout de 3 mois, il y a une nana qui est venue me dire, alors heureusement qu'une nana qui dit, tu sais, si personne te parle, c'est parce que tu nous fais peur. Ah, bon, ah, c'est bien. Peut-être vous m'en auriez parlé le premier jour, ça aurait été mieux, non? Ben bon, je pense que ça a été une des choses les plus sincères qu'on m'ait dites de toute ma vie. Je m'y attendais pas. Mais le problème, c'est que c'est ce qui se passe tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent, ah ben, elle me dit pas bonjour. Mais oui, mais je sais même pas que je t'ai croisé. Comment tu veux que je te dise bonjour? Alors que simplement, salut Florie, c'est Suzanne. Eh ben, salut Suzanne. Comment ça s'est passé ta soirée d'hier? À partir du moment où je sais qui est la personne, je peux m'intéresser à elle. Je sais ce qu'elle est. Je connais sa vie. C'est pas que je m'en fiche. Mais le problème, c'est que si je te croise dans le couloir, je sais pas que je t'ai croisé, je suis désolée, je vais pas te dire bonjour. Je le fais pas exprès. Donc en fait, voilà, on a un peu ce problème que le regard nous déshumanise énormément. Donc, n'oubliez pas, on est des personnes. Si on vous regarde pas, c'est juste parce qu'on vous voit pas. Mais si vous venez nous parler, on va répondre. Vous allez voir, ça va être cool. Ouais, c'est intéressant. C'est qu'en fait, la plupart des gens, des personnes voyantes, entrent en relation d'abord par des interactions visuelles, quoi. Ah mais totalement, tout le temps. Effectivement, moi je sais que il y a une névrose qui est que je n'appelle jamais personne, je ne dis jamais le prénom de personne. Je vais jamais dire Daphné machin. Je vais regarder la personne et je vais lui parler, et parce que c'est elle que je regarde, elle sait que c'est elle que je parle. Et voilà. Et ça, nous, dès le départ, on est mort là-dessus. Hein. Ouais. Et beaucoup de gens, en fait, ne disent pas les prénoms. C'est pas un réflexe du tout. Et moi, je sais quand je bossais en psychiatrie, j'avais des collègues formidables. Alors après, c'était devenu le truc, systématiquement, salut Florie, salut Lucie, salut. Ouais. Alors à la fin, en fait, ça me faisait sourire parce que justement, je les connaissais tellement bien que le salut Florie aurait suffi. Mais en fait, moi, ça me faisait plaisir parce que ça voulait dire qu'ils considéraient la différence et qu'ils faisaient en sorte que ça en soit plus une, en fait, tout simplement. C'est juste une caractéristique comme tu pourrais être brune ou blonde ou un truc comme c'est ça.
Et en fait, on relationne ensemble à partir de qui on est et on kiffe ensemble Exactement. Et c'est juste que, voilà, c'est une toute petite adaptation, il faut lui rappeler juste qui je suis, mais... Et j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, l'autodérision, c'est un outil qui te permet de socialiser aussi. C'est-à-dire que... moi, énormément. Tu casses un peu le tabou en disant, oui, je suis bigleuse, et voilà, je vois que dalle. Mais avec moi, ça marche. Il y a des non-voyants qui ont pas cet outil. Comme les voyants, on n'est pas tous au même niveau en termes de second degré, on n'a pas tous la même maîtrise, la même capacité d'apprécier, en fait. Mais ça marche, et pas avec tout le monde aussi au niveau des voyants, justement. Il y a des gens, ça les met encore plus mal à l'aise. Donc, oui, complètement. Moi, il y a des gens, ils me parlent pas parce que je fais beaucoup d'autodérision, ça les gêne, ils supportent pas. Et donc c'est une arme, mais qui va pas être utilisable par tout le monde. Voilà. Et puis, par exemple, quelqu'un qui a perdu la vue trop récemment, ça est dur pour lui d'avoir de l'autodérision. Peut-être qu'il est pas prêt, il est pas encore prêt, quoi. Attends, est-ce que je peux finir comme ça? Je sais pas trop. Au revoir. Bon, si, où est-ce qu'on peut te retrouver si des gens veulent éventuellement échanger? Il y a les commentaires sous les vidéos, mais t'as un site, du coup, de maquillage Alors moi j'ai fait un oui. Désolé, je comprends comme ça, mais peut-être c'est pas maquillage le terme. Non. Alors, j'ai un blog qui s'appelle Dimension Flow. Donc c'est www.dimensionflow.com. Ce blog, c'est un blog qui parle d'aromathérapie, qui parle de beauté au naturel, qui parle parfois un peu de cuisine, qui de temps en temps un article d'humeur. C'est l'endroit idéal où me retrouver. Vous y retrouverez mes réseaux sociaux. Et puis vous pouvez directement sur le blog m'envoyer un mail ou me laisser un commentaire sur un article et ça, on peut rentrer très facilement en contact de cette façon. Et sinon après il y a mes réseaux sociaux. En l'occurrence, il faut savoir que j'ai l'intention de quitter Twitter. Tu fais partie des choses qui font que je l'ai pas encore fait. Mais je suis un peu fatiguée des extrémistes de tout genre. Oui, je comprends. Justement, j'allais dire, tu fais partie sur Twitter des gens qui mettent de la nuance, de la complexité. Et mais ça me fatigue. Je peux voter la tête aux gens d'extrême droite et tout de façon pertinente et amener du fond. Mais bon, effectivement, ça a un coût et je comprends que tu veux... en fait, je me rends compte surtout que ça a un coût en termes de temps. Et je me retrouve à scroller comme une débile et tout d'un coup, je vois qu'il y a une demi-heure qui est passée et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as gagné là-dedans? C'est vraiment horrible, en fait. Après, on pourra garder contact sur d'autres réseaux. Bien sûr, mais complètement, faut vraiment pas hésiter, hein. On prend nos mails, tout ça. Puis j'ai LinkedIn, si t'as LinkedIn, n'hésite pas. Oui. Bon. Merci beaucoup pour ces 2 heures passionnantes. Avec grand plaisir.